Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 97. Et oui, on se rapproche bientôt des 100 épisodes. Et aujourd'hui, vous le voyez, pour ceux qui sont sur YouTube ou ceux qui sont sur Spotify en vidéo, nous sommes en direct live, entre guillemets, avec mon ami et coach Clément, coach bras cassé, qui fait son apparition, sa 4e apparition. J'ai compté, on est déjà venu 3 fois dans le podcast. Non. Oui, si, 3 fois. T'es venu en octobre 2022, t'es venu en avril 2023 et t'es venu l'été dernier, je crois. Donc il y a eu 3 épisodes, effectivement. Je te remontrerai. Mais non. Si. Je crois que c'était la 3e fois là. Non, c'est la 4e fois. Donc voilà, tu es officiellement l'invité le plus fréquemment dans le podcast. Comment ça va déjà, Clément, aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Bah écoute, merci pour cette 4e invitation. Il y a beaucoup trop de Clément en fait. Donc vous le voyez peut-être, enfin vous le savez en tout cas, nous sommes à Chiang Mai en Thaïlande. On vous parlera un petit peu de la Thaïlande, mais vous l'avez vu aussi dans le titre aujourd'hui dans le podcast. Alors, on va décider du titre après évidemment. Mais on s'est dit, j'ai proposé à Clément qu'aujourd'hui on discute, une discussion un petit peu informelle comme vous avez l'habitude, mais on va voir ensemble, on va se mettre entre guillemets dans les bottes d'un ou d'une personne qui voudrait se remettre en forme, atteindre des objectifs en ce début d'année. Et on va vous donner nos meilleurs conseils. Clément va vous donner aussi beaucoup de conseils, je pense, sur comment il mettrait en place les choses s'il devait se transformer. Sachant que tu as déjà fait pas mal de transformations, perte de gras, prise de muscle, tu as fait beaucoup de défis aussi, de choses comme ça. D'ailleurs, oui. Avant qu'on aille plus loin, si jamais les gens veulent te retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux potentiellement? D'entrée de jeu, coach bras cassé, tout simplement. Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, coach bras cassé. Voilà. Top. Aussi simple que ça. Donc d'ailleurs, si vous voulez réécouter son histoire, un petit peu ton parcours, on vous invitera, je vous remettrai sans doute en description les différents épisodes qu'on a fait ensemble, parce que tu es nomade aussi, tu es coach, tu voyages beaucoup. Et oui. Là aujourd'hui tu es à Chiang Mai et tu as prévu de rester 1 an, c'est ça? Ouais, parce qu'on est bien ici, il fait bon vivre. Ouais. On est bien. Ouais, jusqu'à novembre. Ouais. Bon, c'est cool. Le climat est top. Ouais, c'est vrai que c'est super agréable. On vous en parlera, je pense, on fera un point sur ça, sur Chiang Mai et la Thaïlande. Tu as parlé de l'environnement dans ton dernier podcast. Ouais. Et c'est vrai que l'environnement, même social, il est super important. Et ici, il y a un bon climat social quand même pour se développer. Je pense que tu l'as vu. Ouais. Ça fait pas très longtemps que tu es là, mais déjà, toi, tu m'as déjà dit que tu aimais beaucoup ici. Et grosse communauté digital nomade comme nous et tout. Et c'est vrai que ça donne envie de rester, quoi. Ouais. Beaucoup de digital nomades et pas tant de touristes que ça finalement. Dans le quartier où on est, en fait, ça va, je trouve. Ouais, ça va. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans le centre, il y a beaucoup plus de touristes. Ouais, il faudrait aller dans le carré. Il y a beaucoup plus de touristes, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, toi et moi, je crois pas. Pour ceux qui connaissent pas Chiang Mai, en fait, il y a un carré central, c'est le vieux Chiang Mai, c'est une sorte de citadelle qui est entourée par des murs. Et après, il y a tout le tour. Et la plupart des expats, forcément, ils viennent dans le vieux Chiang Mai. Et nous, c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu en extérieur. Mais c'est un quartier quand même qui est très moderne, en vrai. Très moderne, il y a beaucoup plus d'asiates et ça c'est cool parce qu'on est quand même plus mélangé à la communauté asiate, donc ça fait toujours plaisir de pas se sentir totalement foreigner, je trouve, parce que sinon tu as l'impression, tu sais, si tu fuis la France pour te retrouver avec que des Français, qu'avec des ce qui est un peu le cas à Bali d'ailleurs. En ce moment il y a plus d'Indonésiens là-bas, enfin si, mais voilà, dans les certaines villes, les seuls Indonésiens que tu vois à Bali, enfin du moins sur Seminyak, Canggu, etc., c'est ceux qui bossent, quoi. Ceux qui bossent dans les cafés. Qui bossent pour toi, entre guillemets, ou qui font le ménage chez toi. Donc voilà. Ce qui est un peu particulier, effectivement, mais ici, on est plus inclus dans la communauté, je dirais un peu plus, même si, bon, il y a quand même encore, pour parler avec des Thaïs, s'intégrer, c'est forcément un peu plus, ça prend du temps, mais c'est comme partout. Quand vous rencontrez des Thaïs potentiellement qui sont venus en France, c'est pareil. Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes, effectivement, c'est pareil, ils parlent beaucoup entre étrangers, mais dès que tu es étranger dans un pays, généralement, de toute façon, tu t'intègres pas toujours avec les locaux aussi rapidement parce qu'ils savent que tu es de passage et c'est normal. Je pense que si vous habitez en France, vous l'avez vu, vous n'avez pas forcément des amis étrangers. Pour autant, il y en a certainement n'importe où vous habitez qui habitent pas très loin de chez vous, mais c'est juste que souvent ils restent entre eux. Ouais, c'est clair. Mais bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, donc, j'ai souhaité t'inviter aussi parce que je voulais qu'on bénéficie de ton expérience de coach. Juste nous rappeler, ça fait combien de temps que tu es coach, toi, Clément? Moi, ça va faire 7 ans cette année. Ouais, déjà, depuis 2017. Ouais. Donc, tu as coaché en salle, tu coaches en ligne maintenant depuis plusieurs années aussi.
T'accompagnes qui en général? Quel type de profil? Moi, c'est simple, je suis plus basé sur les pertes de poids, Ok. que ce soit hommes et femmes. Je suis pas spécifiquement niché. Ouais. Mais même si des fois j'en ai qui arrivent, qui me demandent pour faire de la prise de masse, je vais quand même y aller quoi. Mais aujourd'hui, ouais, ma clientèle c'est quand même plus majoritairement à 85%, 90% de la perte de poids. Ok, top. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se mette, comme je te disais, dans les bottes d'un débutant ou une débutante. Généralement, le profil, moi, des gens qui écoutent le podcast, ce sont principalement des hommes et des femmes. Forcément, ce n'est pas des transgenres, mais ou des ladyboys comme ici. Mais quoique, si vous l'êtes, hein, vous Il pouvez. y en a pas. J'en ai pas encore eu. Mais bon, bref. Pourquoi je dis ça? Mais en gros, ce sont des hommes et des femmes, généralement qui ont peu de temps pour s'entraîner, qui ne savent pas forcément par quoi commencer, que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport, qui effectivement naviguent sur les réseaux, ont testé des méthodes. Généralement, s'ils écoutent encore le podcast, c'est que, ou qui nous suivent sur Instagram, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution long terme pour eux. Nous, on l'a trouvé, je pense. On transmet ces connaissances à nos clients, on essaie de leur transmettre tout ça. Quels conseils ou astuces ou comment tu démarrerais, alors après on va voir au niveau de l'alimentation, du sport, etc. Mais pour quelqu'un qui débute, début février, début d'année 2024, qu'est-ce qui selon toi serait important de mettre en place, peut-être notamment au niveau des objectifs, comment se fixer les objectifs, parce que les gens ne savent pas trop comment démarrer sur ça. Il y a aussi, on parle souvent des objectifs SMART, je ne sais pas si tu dois connaître un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Comment toi, par exemple, tu fixes des objectifs avec un élève qui démarre avec toi une perte de poids? Ouais, bah déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est pas de se fixer justement des trop gros objectifs. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir être plein de bonne volonté. Mais le problème, c'est que si on se donne des trop gros objectifs, on va vite se rendre compte que dans le chemin de la transformation physique, la perte de poids, la prise de masse, tout ce que tu veux, bah, c'est très long. C'est des adaptations physiologiques, on transforme son corps, donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Donc déjà, la première chose, je pense qu'il faut se fixer des petits paliers. Et nous, c'est ce qu'on fait avec mes clients. Dans un premier temps, on va se fixer des petits objectifs. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout actif, ok, bah pour l'instant, on va mettre quelqu'un qui est sédentaire, par exemple. Ok, on va inclure un petit peu des pas dans ta journée. On va pas parler tout de suite de 10 000 pas, parce que 10 000 pas, pour quelqu'un qui bouge potentiellement 1000 pas ou 2000 pas dans sa journée, ça peut être potentiellement énorme et ça peut être un gros frein. Parce que tu le sais, le but, c'est quand même d'imposer le moins de friction possible. Ouais. Donc, bah, potentiellement, ça va être dans un premier temps, ok, tu vas faire 3000 ou 4000 pas ou 6000, ça va dépendre, on va s'adapter. Pareil pour les séances. Quelqu'un qui s'entraîne jamais, je ne vais pas lui faire un entraînement à 6 séances par semaine ou 7 séances par semaine. Ça va être potentiellement commencer avec 2 séances, 3 séances et ainsi de suite. Ça va être la même chose pour tout. Si tu veux faire du cardio, tu n'en as jamais fait, on va commencer petit à petit à implémenter 10-15 minutes de cardio et après au fur et à mesure que ta perte de poids avance, on va pouvoir augmenter un petit peu cette durée de cardio. Donc vraiment, ouais, le but, c'est pas de se précipiter, c'est d'y aller progressivement, de prendre son temps, de kiffer le process. Surtout, ça c'est important, et de faire quelque chose qu'on aime, quoi. Alors souvent on dit effectivement, il faut que vous preniez votre temps, vous voyez long terme, etc. Maintenant on le sait aussi, c'est que la chose la plus puissante pour tenir sur la durée, c'est aussi d'avoir des résultats. C'est vrai que quand on met en place des choses, des efforts, il y en a beaucoup qui essaient de bien manger, qui n'ont pas de résultats notamment. Selon toi, comment on peut avoir des résultats rapides au démarrage potentiellement, mais tout en voyant long terme aussi dans ce qu'on met en place? Ouais. Est-ce que tu vois, même peut-être par rapport à l'alimentation, en fait, quelle est la chose la plus importante, entre guillemets, au démarrage pour avoir des résultats rapides? Bah, en fait, moi je pense que justement, c'est de se fixer des petits paliers. Okay. Par exemple, gros objectif, tu veux perdre 10 kilos. Bah, tu vas te fixer déjà un petit palier de 1 kg. Et en atteignant ce palier de 1 kg, tu vois, tu peux le faire assez rapidement. Ça va dépendre de ton rythme, mais potentiellement tu peux le faire en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est 1 mois, ce qui est déjà très bien. Ouais. Au bout de ce mois, tu auras perdu ton kilo, boum, tu auras déjà fait 1/10 de ton objectif final qui est de 10 kilos. Ouais. Donc, en voyant la chose comme ça, en atteignant des paliers, tu vas pouvoir célébrer tes victoires parce que, ok, c'est bon, nickel, premier objectif atteint. Maintenant, on passe au level 2 et ça va te motiver, ça va te permettre de garder le cap. Alors que si tu te fixes direct ton objectif de 10 kilos, ton objectif il est super loin encore et du coup tu vas limite te décourager. Donc vraiment, ouais, je pense que la première des choses c'est ça. C'est ça et puis de se simplifier la vie, de ne pas faire trop compliqué surtout. Ouais. Que ce soit niveau alimentation, niveau sport, niveau musculation, ne pas essayer d'aller chercher tout ce qui est trop optimal
Pas aller chercher c'est quoi la meilleure méthode d'entraînement, c'est quoi la meilleure diète, c'est quoi le meilleur type de séance, est-ce qu'il faut faire vraiment du full body, est-ce qu'il faut faire du half body, est-ce qu'il faut faire du push-pull leg, est-ce qu'il faut faire du split un muscle par séance. Non, il faut faire vraiment au plus simple, au plus efficace, ce qui te correspond le mieux à ton emploi du temps, ce qui te correspond le mieux à toi, à tes goûts, ce que tu kiffes. Et je pense que c'est vraiment la première étape pour atteindre ton objectif assez rapidement. Ouais. Ok. Tout à l'heure, j'ai parlé des objectifs SMART. Juste, je vais vous donner la. Parce qu'en fait, inconsciemment, toi, tu as parlé des petits objectifs, etc. Et c'est exactement ça, en fait. C'est reprendre cette méthode SMART, entre guillemets. C'est une méthode qui est applicable pour plein de choses. Donc, les objectifs SMART, c'est des objectifs qui sont spécifiques. Donc, en gros, qui doivent être clairement définis et que ce soit finalement assez facilement atteignable, mais ça, on va venir après. Que ce soit mesurable, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut fixer des objectifs de perte de poids, on peut, sur la balance, on peut fixer des objectifs de mensuration, de taille de vêtements. Même moi, à terme, c'est ce que je fais avec des élèves, peut-être que toi aussi, mais avec des performances physiques. Quand à partir d'un certain point, vous avez atteint votre poids de forme potentiellement, comment continuer à se fixer des objectifs avec des performances comme toi tu fais très bien, et on l'a vu la semaine dernière avec des objectifs de force sur des tractions, des dips. C'est ce qui, toi et moi, je pense, continue à nous garder motivés. Parce que nous, on n'a plus d'objectif de chiffre sur la balance, enfin pas vraiment en tout cas. Non, clairement pas. Et je pense que c'est un step important pour ceux qui ont déjà atteint leur objectif de poids, c'est de trouver toujours un truc. Ouais. Parce que c'est vrai que si on navigue à vue, on peut avoir tendance à être un peu perdu dans le sens pourquoi on fait les choses. Donc voilà, que ce soit mesurable, c'est important. Si vous avez juste un objectif, je veux me sentir mieux dans mon corps, ok, mais il va falloir le décomposer. Sans ça, ça va être très compliqué. Et surtout, tu l'as dit aussi, mais il faut aimer le processus. Parce que si vous mettez en place des choses pour atteindre vos 10 kilos, vos moins 10 kilos par exemple, mais que vous galérez vraiment sur tout le process, ça va pas être fun du tout. Parce que sachez un truc, c'est que quand vous allez atteindre votre objectif de poids de forme, il est possible que vous ne soyez pas, vous sautiez pas au plafond. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est comme quand on veut gagner un certain nombre d'argent ou je sais pas quoi. Une fois qu'on atteint ce step-là, il peut y avoir un contre-coup. Je pense que. Ouais, en fait, c'est pareil pour tout. Ouais. Dès que tu atteins ton objectif, de toute façon, c'est la logique des choses. Parce qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif final, ton ambition, elle grandit. Donc forcément, ok, nickel, j'ai perdu 10 kilos et maintenant, ça fait quoi ? Ma vie, elle est pareille. Alors certes, je m'assume un peu plus et tout, mais au final, tu vas vouloir plus. Et c'est là que tu vas commencer à te mettre des challenges et ouais, alors que tandis que si tu le fais, tu veux perdre 10 kilos mais que tu kiffes pas et que ton objectif c'est juste je veux perdre 10 kilos parce que je pense que je serai mieux, et que tu vas faire un truc, tu vas manger que de la salade, que du brocoli, du poulet, et que tu vas faire 60 minutes de cardio tous les jours, c'est ce qui va se passer après, c'est le fameux effet yo-yo. Donc là ça prend tout son sens et puis après tu vas atteindre tes 10 kilos, voilà, ok, j'ai atteint mon objectif, maintenant c'est fini et boum, tu vas repartir chemin inverse maintenant. Mais ça c'est fou parce qu'en fait, je dirais que 80% des gens, même je dirais quasiment 100% des gens sont passés par là en fait. Tous ceux qui ont voulu perdre du poids se sont mis à manger des aliments qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger, se sont interdits des aliments, se sont mis à faire un sport, ils ne savaient même pas pourquoi ou ça leur plaisait pas. Avant de se rendre compte, effectivement, il y avait d'autres méthodes, ce que nous on enseigne via nos coachings, mais c'est vrai qu'on est tous tombés dans ce piège-là. Pourquoi on tombe toujours dans ce piège-là d'ailleurs ? Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est à cause des réseaux, enfin réseau ou pas réseau, parce que même ça passait déjà par les pubs, déjà à l'époque à la télé avec les trucs comme j'aime, je sais pas. Est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui pour être bien dans la société, il faut ressembler à un idéal ou je sais pas, et les gens se disent il faut y arriver à tout prix, alors que on peut toujours y arriver, mais de façon plus simple. Alors je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est vrai que je pense que toi comme moi, parmi les premiers appels qu'on fait avec des prospects, moi j'ai souvent une question qui vient, c'est qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place avant ça ? Et j'ai souvent faire du cardio, régime drastique, me priver, éliminer, souvent ça, supprimer le sucre, supprimer le pain, etc. Alors que en fait c'est pas du tout la bonne méthode en fait. Les gens pensent qu'il faut supprimer des trucs, qu'il faut changer drastiquement de mode de vie. Alors que, heureusement, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça se démocratise un peu plus. Avec des mecs comme nous sur les réseaux, il y en a heureusement de plus en plus. Qu'on le sait que maintenant, on peut se faire grave plaisir, on peut avoir que c'est un mode de vie en fait. Donc, je pense qu'on va y arriver en vrai. On va être, mais bon, après, malheureusement, avec le temps, je pense qu'il y aura toujours des nouvelles méthodes qui vont voir le jour. Les gens vont vouloir tester parce qu'ils vont voir ça comme une méthode miracle. Parce que le problème, c'est que les gens veulent souvent des miracles, veulent des résultats sans s'investir.
Alors qu'il suffit de s'investir un petit peu, de kiffer le truc, maintenir ça sur le long terme, et c'est là que tu as des vrais résultats. Les gens, ils veulent ne pas s'investir du tout, avoir 100% des résultats, et le problème, c'est que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ouais. Est-ce que le fait, tu sais, en réalité, je pense que le fitness est beaucoup influencé par les bodybuilders. Quoi qu'on en dise, même si vous avez jamais suivi de bodybuilder ou d'influenceurs, etc., je pense quand même que c'est vu que c'est des gens qui sont professionnels dans le truc, qui font, voilà, qui ont des physiques impressionnants, etc. Souvent, quand ils font des diètes ou des sèches, c'est des choses assez drastiques. Ou même sur leurs entraînements, on essaie de copier un peu, alors que c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes objectifs. Ou même des athlètes de haut niveau qui voudraient perdre du poids rapidement, des judokas, des machins pour atteindre le poids, ils font des diètes ultra strictes. Et finalement, des gens normaux, entre guillemets, qui ont une vie normale, qui n'ont pas d'objectif aussi important, surtout dans la durée, copient un peu ce mode de transformation. Donc je sais pas si ça pourrait venir de ça aussi, de copier effectivement des gens mais qui n'ont pas le même mode de vie, je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, ouais, je sais pas où je voulais aller avec ça. D'ailleurs, pour l'objectif SMART, donc je vous ai dit spécifique, mesurable, atteignable. Définissez des objectifs, en gros, que vous êtes sûr, entre guillemets, de pouvoir atteindre et que vous ayez, entre guillemets, les capacités et les ressources nécessaires pour l'atteindre. Ça, c'est important aussi. Ouais. Soyez réaliste. Il y a un truc qui s'appelle, enfin, dans le R, pardon, c'est relevant ou pertinent, en gros. C'est des objectifs qui vont vraiment vous apporter quelque chose. D'ailleurs, avant même de commencer à vous mettre des objectifs, le pourquoi, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le pourquoi, c'est important. Enfin, c'est pas important, c'est obligatoire d'avoir un pourquoi suffisamment fort. Et le dernier truc, c'est temporel. Fixez-vous un objectif qui permet d'avoir des progrès cohérents que vous pouvez effectivement chaque mois cibler, etc. C'est important, et parce que des fois on se dit ouais, je voudrais perdre du poids, mais je n'ai pas de deadline. Quel est le risque selon toi de se dire je veux perdre du poids, j'ai 3 ans pour l'atteindre? Parce que c'est pareil, entre perdre du poids très rapidement et se dire oh, c'est bon, j'ai le temps, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver justement pour vraiment passer à l'action et pas procrastiner? Bah si, justement, il y a vraiment un juste milieu, parce que le risque de ça, de ne pas se donner de deadline, c'est que tu vas te dire ouais, bah j'ai le temps, et tu vas pas avoir du tout le même rythme que, admettons, tu dois te perdre, j'en sais rien moi, 3 kilos. Tu veux perdre 3 kilos en un mois, tu vas pas du tout avoir le même mode de vie, le même rythme que si tu veux perdre 3 kilos en un an. Donc forcément, il faut quand même te fixer un minimum, une deadline, pour être sûr que bah, tu te bouges suffisamment le fion pour pouvoir atteindre ton objectif, en fait. Parce que 3 kilos, ouais, voilà, je perds 3 kilos. Ouais, mais en combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois? Donc forcément, tu vas pas te bouger sinon. Tu vas procrastiner, et tu vas jamais atteindre ton objectif, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent je commencerai lundi, je commencerai au mois de février, bon on a déjà au mois de février, mais ou je commencerai en avril. Moi c'est vrai que ça c'est un truc qui me fume un peu, je me dis toujours pourquoi tu retardes un truc qui va te faire du bien. Et je pense que psychologiquement les gens associent toujours la perte de poids avec de la privation, quelque chose de négatif, et du coup ils repoussent l'échéance. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu vois un peu ça comme ça aussi? Ouais, bah c'est exactement ça, hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu, c'est pas devenu, c'est déjà le cas depuis longtemps, je pense, mais que c'est une résolution, si ce n'est, je pense, avec peut-être arrêter de fumer, la résolution la plus prise à chaque nouvel an. C'est que je pense que les gens, justement, ils pensent vraiment que ça implique de devoir faire des séances interminables de cardio, devoir se priver au niveau de la nutrition. Et du coup, pour eux, ok, bah c'est une résolution. Ça veut dire qu'une résolution, t'arrêtes de faire quelque chose de mauvais pour faire quelque chose de bien, mais potentiellement, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'efforts. Arrêter de fumer, pour un fumeur, c'est quelque chose qui va demander énormément d'efforts. Mais tu sais que c'est bien pour ta santé. Et bah pour la perte de poids, ça va être la même chose. Mais sauf que les gens, ils n'ont pas les bonnes méthodes, ils ne savent pas les principes, les fondamentaux, qui est entre autres le déficit calorique, avoir une répartition des macronutriments bien équilibrée, et faire un minimum de sport forcément. Et du coup, ouais, les gens en fait, ils pensent que c'est un extrême. En fait, c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont avoir en tête les bodybuilders pros, les mecs qui vont faire du MMA et tout, qui vont en compétition, qui doivent faire des sèches extrêmes pour rentrer sur la balance, les critères de la balance. Alors que eux-mêmes, ils sont pas du tout professionnels. Ils n'ont pas un mode de vie de bodybuilder pro, de combattant de MMA, etc. Et en fait, c'est ça le problème. Donc ouais, en fait, je pense qu'il faut juste relax en fait un petit peu, tu vois. Il y a beaucoup de pression aussi psychologique quoi, sur ouais. l'atteinte des objectifs de perte de poids.
Nous, on le voit aussi en coaching, mais moi, quand j'ai des élèves, par exemple, au début du programme, ils durent sur 3 mois, ils se mettent beaucoup de pression. C'est pour ça que souvent, on leur dit, écoute, le programme, il est renouvelable, tu vas pas rester que 3 mois avec nous. Si ton objectif est de perdre 15 kilos, par exemple, ça peut prendre plus de temps que ça. Et de toute façon, la mise en place des habitudes prend un certain temps, hein, évidemment. Donc c'est important. Tu as parlé de 2 choses hyper cool là. Tu as parlé de déficit calorique. Alors, on va rappeler pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, il y a toujours des nouveaux éditeurs. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'il y en a de plus en plus, donc ça c'est cool. Déficit calorique, on en parle tout le temps. Comment dire ? Est-ce que tu peux nous rappeler finalement qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une méthode miracle ? Est-ce que c'est le résultat d'une conséquence de certaines choses ? Qu'est-ce que c'est le déficit calorique ? En gros, le déficit calorique, c'est simple, hein, c'est de la science, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment la méthode pour ceux qui sont terre à terre. C'est pas une méthode, c'est vraiment ce qui va vous faire perdre du poids. En fait, c'est mathématique. Votre corps, il a un métabolisme, donc c'est le nombre de calories qu'il va consommer, qu'il va utiliser pour subvenir à ses besoins, tels que faire battre le cœur, respirer, faire bouger ses muscles, courir, marcher, etc. Et forcément, vous allez avoir besoin d'énergie pour ça, pour apporter de l'énergie qui se compense, qui s'obtient via l'alimentation. Et là, du coup, on va apporter des calories. Le but du déficit calorique pour perdre du poids, c'est donc de consommer moins de calories que ce que le corps va dépenser. Donc, du coup, mathématiquement, si tu brûles plus de calories que ce que tu apportes à ton corps, tu perds du gras. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc voilà, le déficit calorique. Très simple. Là où il y a un petit piège, et je le redis souvent, c'est que les gens effectivement ils se disent ouais je vais manger 2000 calories, du coup il faut que j'en dépense, par exemple pour être en déficit il faut que j'en dépense plus, inversement, j'en dépense par exemple 2500, c'est un exemple, et ils oublient souvent effectivement le métabolisme qui va effectivement consommer en général 60% dépenser entre guillemets 60% de vos calories, donc pareil, ne faites pas la course, je dis souvent, mais ne faites pas la course entre je mange plus rien et je me dépense à fond. Ouais. Souvent ce qu'on dit, et c'est à peu près ça, mais c'est à peu près créer un déficit de 15-20% par rapport à vos calories de maintenance. Vous avez accès à des calculateurs de calories aujourd'hui, vous avez accès à pas mal de choses, vous faites-vous accompagner par un coach encore une fois. T'as pas un calculateur de calories toi ? J'ai un calculateur de calories, évidemment, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Quel auditeur fidèle. Mais effectivement, même ce calculateur de calories est très souvent mal utilisé parce qu'on vous donne un chiffre où en fait il y a un coefficient d'activité. Donc on dit voilà si vous êtes sédentaire, nombre de séances, etc. Donc ça vous donne un chiffre, par exemple je veux perdre du poids, 500 grammes par semaine, ça va vous donner 2000 calories. Et les gens, ils vont rajouter ils vont rajouter en plus leurs dépenses avec leur montre, leur machin. Donc souvent ça c'est un peu l'erreur. Effectivement, nous on a déjà pris en compte votre coefficient d'activité. Donc effectivement le déficit calorique c'est la conséquence de ce que vous allez mettre en place. Tous les régimes entre guillemets qu'on vous promet, qui vous promettent monts et merveilles ont pour objectif de créer un déficit calorique. Point. C'est le point commun de tous les régimes. C'est le point commun. Si tu fais du jeûne intermittent, pourquoi tu vas perdre du poids ? Parce que tu vas sauter ton petit déj et du coup tu vas créer plus facilement un déficit calorique. Si tu fais, je sais pas moi, une diète cétogène, tu vas potentiellement supprimer beaucoup de glucides, donc enlever des calories, donc être plus facilement en déficit calorique, etc. etc. On a parlé de formules mathématiques, dépenser plus de calories qu'on en consomme ou consommer moins de calories qu'on en dépense. Je me suis envoyé. En gros, c'est ça, vous avez compris. Et il y a des gens, ils vont prendre ça au pied de la lettre. Il y a 2 types de personnes. Il y a les gens, ils vont se dire ok, du coup, c'est qu'une histoire de calories. Peu importe ce que je mange, de toute façon, je vais perdre du poids. Est-ce que selon toi, c'est suffisant ? C'est-à-dire, on ne change pas du tout notre alimentation, même si on mange de la merde, si on dépense plus de calories qu'on consomme, on va perdre du poids réellement ? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin et notamment composition corporelle, etc. Non, en fait, c'est simple. Il y a un équilibre en fait, qui va automatiquement se créer. Le problème, c'est que c'est possible de perdre du poids en bouffant que de la merde. Ça s'appelle à la base le if you fit your macro, un truc comme ça. En gros, c'est le principe de la diète flexible qui est apparu il y a peut-être une dizaine d'années. C'était vachement à la mode aux États-Unis de pouvoir perdre du poids en bouffant des donuts, des pizzas, des McDo, des fast-food, etc. Sauf que le problème de ça, c'est que déjà, tu vas pas avoir un apport de nutrition de qualité. Mais surtout, c'est comme tu vas te baser sur des éléments qui sont ultra caloriques. Donc, en l'occurrence, si tu bouffes de la merde à longueur de temps, que des produits transformés, tu vas faire vite péter ton total calorique. Ou alors, du moins, te rapprocher de ton objectif de calories journalier. Donc, si tu as un déficit calorique, si ton objectif, c'est à 1800 calories, autant dire que tu vas faire un McDo, tu vas en être très, très proche. Donc en fait, c'est là où l'équilibre se crée automatiquement en fait, parce que tu vas te rendre compte que ça, sur le long terme, c'est juste pas tenable.
Parce que à moins que tu manges une seule fois par jour et que ça te suffit et que tu es très bien comme ça va être très compliqué de tenir sur le long terme. Parce que si tu es quelqu'un de à peu près normal et que tu dois manger 2, 3, 4 fois par jour, c'est impossible de manger que de la merde. Parce que sinon, tu vas vite te retrouver à 4000 calories. Tu vois. Donc c'est là où l'équilibre se fait automatiquement, parce que tu vas vite te rendre compte que si tu veux pas crever la dalle, si tu veux atteindre ton objectif durablement, que tu vas être obligé de trouver un équilibre et que tu vas pouvoir manger majoritairement bien, mais ça va pas t'empêcher de te faire plaisir de temps en temps. C'est ce qu'on appelle la diète du 80-20. Enfin, c'est une forme de diète flexible, je crois que tu en parles souvent aussi. On a un peu la même vision là-dessus. Et que automatiquement, l'équilibre va se faire. Ce qui fait qu'automatiquement, tu vas quand même manger majoritairement sain, que tu vas avoir quand même un bon apport en nutriments, tes vitamines, tes minéraux, etc. Que tu vas avoir, c'est magique, automatiquement, tes macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, ils vont automatiquement s'ajuster. Donc ça, c'est assez marrant. Moi, quand je regarde le journal alimentaire de mes élèves, j'ai juste à regarder leur total de macros à la fin de la journée et leur total calorique pour savoir s'ils ont bien mangé ou pas. Oui. Et tout se fait automatiquement. En fait, il faut juste trouver cet équilibre et tu verras que en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et qu'on peut se faire plaisir, on peut bien manger, être en bonne santé et ouais, kiffer en fait. Ok. Il y a une question que les gens se posent souvent. Alors, l'objectif numéro 1, on l'a dit, c'est le total calorique. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui se posent la question, ouais, mais combien je dois manger de glucides, combien je dois manger de protéines? Pour la faire courte, quelles sont selon toi les choses importantes sur lesquelles se concentrer? Et comment tu décomposerais ça justement par exemple, quelqu'un qui a un objectif à 2000 calories, comment tu décomposerais plus ou moins la répartition des macros? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est important, tu vois? Ouais, en fait c'est simple, tu sais, il y a je sais pas si tu connais la fameuse pyramide de Helms, qui est le principe, il y a une pyramide de Helms pour la nutrition, une pour l'entraînement. En l'occurrence, celle pour la nutrition, en fait, si tu veux, c'est le comportement à adapter en fonction de tes objectifs. C'est le comportement que tu dois adapter par ordre de priorité dans ta nutrition. La base même, tout en bas de la pyramide, le plus important, c'est la balance énergétique. Donc, en l'occurrence, si tu veux perdre du poids, c'est le fait d'être en déficit calorique. Si tu veux prendre du poids, c'est l'inverse, c'est être en surplus calorique. Donc ça, c'est cette balance. Tu as la balance, si elle va vers le bas, déficit, si elle va vers le haut, surplus calorique. Donc ça, c'est la chose la plus importante pour perdre du poids. Néanmoins, tu as le deuxième pilier qui est les macronutriments. Et là, du coup, les macronutriments, protéines, glucides, lipides et accessoirement alcool, que tu n'as pas connu au mois de janvier, du coup. Je me suis rattrapé depuis, t'inquiète. Et du coup, ça, c'est globalement le deuxième facteur le plus important à gérer dans ta nutrition. Déjà, pareil, si tu arrives à avoir ton apport équilibré en macronutriments, donc on dit, c'est quoi? On dit qu'il faut entre 1,6 g et 2 g ou 2,2 g par kilo de poids de corps de protéines. Ça va dépendre de ton activité un petit peu. On dit qu'il faut à peu près entre 0,8 et 1 g par kilo de poids de corps de lipides. Voilà, pour ne pas se prendre la tête, on dit 1 g, comme ça, moi, c'est fait. Et ensuite, à la fin, le reste de tes apports en calories, ça va être complété par les glucides. Donc ça, en fait, une fois que tu auras calculé tes protéines et tes lipides, tu sauras combien il te reste de glucides à consommer. Ensuite, donc ça, c'est la chose la plus importante. Pareil, une fois de plus, si on veille à avoir une alimentation majoritairement saine, donc en respectant ce principe de 80-20, et qu'on respecte ce quota de macronutriments, automatiquement, tout ce qui vient au-dessus, déjà, tu n'as pas trop besoin de t'en soucier. Donc déjà, si tu te concentres juste sur les deux piliers-là, tu as la majorité. Ensuite, tu as quand même le troisième pilier qui est quand même important, mais qui vient automatiquement si tu gères plus ou moins ta nutrition, comme je te l'ai dit avant, qui sont les micronutriments, donc c'est tout ce qui est vitamines, oligo-éléments, minéraux, etc. Donc là aussi, c'est important d'en avoir pour éviter d'être carencé. Ensuite, tu as le timing des nutriments. Timing des nutriments qui est le moment où tu vas manger tes repas, en fait, où tu vas t'alimenter en fonction de, par exemple, ton entraînement. Est-ce que c'est important de prendre un post-workout ou un pré-workout avant ou après ton entraînement, 1 heure, 45 minutes, etc. si tu veux optimiser tes résultats. Et ensuite, à la fin, tu as les compléments alimentaires qui sont tout à la fin. Ouais. Et donc, du coup, pas forcément obligatoire, même pas du tout, au démarrage en tout cas, qui viendront une fois qu'on a essayé d'optimiser son alimentation. Ouais, pas du tout obligatoire. Vraiment, je vois qu'il y en a qui font l'erreur, qui veulent avoir direct des compléments alimentaires, mais qui ont une alimentation merdique à côté. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Tu as parlé des 80-20, donc cette méthode, on en parle souvent. Il y a un point qui est important souvent, c'est comment lutter contre la faim en perte de poids. Notamment les fringales. Je ne sais pas toi, mais pour moi, mes élèves, généralement, après le travail, c'est un moment critique. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais entre 17h et 19h, les gens meurent de faim.
Les gens mangent souvent un peu n'importe quoi et culpabilisent beaucoup. Euh, Ça c'est fou. Comment selon toi il faudra aborder justement ce type de fringales quand on veut perdre du poids? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu as des aliments que tu privilégierais ou tu vois? Ouais, moi je pense que déjà pour éviter les fringales, c'est qu'il faut avoir déjà un volume alimentaire conséquent. Donc éviter d'avoir faim déjà. Ouais. Comment on fait ça? C'est en choisissant des aliments qui ont une faible densité calorique. Donc par exemple, c'est déjà ça passe par l'éducation, déjà première des choses. Donc d'où l'intérêt de calculer ses calories de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut se greffer son téléphone avec MyFitnessPal dans la main, mais que le fait de t'éduquer, de calculer un petit peu tes calories, tu vas vite comprendre quel aliment est calorique, quel aliment l'est beaucoup moins. Et ce qui fait que automatiquement, tu vas pouvoir choisir les aliments les moins caloriques et du coup avoir un plus haut volume alimentaire. Qui dit plus haut volume alimentaire, bah dit ton estomac il est plus rempli et forcément déjà tu seras déjà moins sujet aux fringales. Moi je sais pas toi mais euh, actuellement, je sais franchement ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je n'ai pas eu faim. Genre j'ai jamais eu la sensation de faim en 4 ou 5 ans. Pourquoi? Parce que je choisis tout le temps les aliments à haut volume alimentaire qui sont faibles calories. Je prends un exemple bien concret. Tu prends, c'est pas le pire exemple en plus, hein, mais tu prends par exemple du riz et tu prends des pommes de terre. C'est simple. Les pommes de terre, c'est à peu près 80 calories, 85 calories pour 100 grammes. Du riz, c'est quasiment le double, Ouais. à peu près. Bah, c'est simple. Pour le même nombre de calories, tu vas pouvoir manger en termes de volume, en termes de quantité, 2 fois plus de pommes de terre que du riz. Ou quasiment même les patates douces. Patates douces, c'est à peu près 100 calories pour 100 grammes. Et bah, ce qui fait que de cette façon, tu auras mangé le même nombre de calories, mais tu auras beaucoup moins faim. Donc déjà, c'est faire déjà des choix smart au niveau de ton alimentation pour éviter les fringales. Ensuite, bah après, si tu as faim, si tu as des fringales, mange. Mange. Tu culpabilises pas, mange. C'est fou, hein. Juste mange, voilà, tu fais encore une fois de plus, bah, tu fais des bons choix. C'est sûr, si tu t'envoies 2 paquets Twix à M&M's et une glace Oreo, ouais, je comprends que tu culpabilises, mais fais les bons choix, tu vois. Prends un bon gros fruit, tu peux te faire plaisir, tu t'envoies un Oreo ou deux si tu as envie. Un truc avec beaucoup de volume, encore une fois, du fromage blanc, yaourt grec, skyr, tout ce que tu veux. Et tu peux te faire, une bonne collation pour péter ta fringale. Il n'y a aucun problème avec ça en fait. Est-ce que les goûts, selon toi, peuvent évoluer? Moi, j'ai l'exemple souvent de gens qui mangent très sucré, très gras, avec beaucoup de goût, même beaucoup de sauce, et dès qu'ils passent à une alimentation un peu plus saine, ils vont trouver ça fade, souvent. Est-ce que, selon toi, faire une diète, un régime, une perte de poids, ça passe obligatoirement par une perte de goût des aliments fades ou pas? Je pense pas que ce soit une perte de goût, mais je pense que c'est ton palais qui s'adapte en fait. C'est sûr, si tu as l'habitude de bouffer des trucs toujours ultra gras, ultra sucrés, je prends exemple, tu vois, nous on est en Thaïlande, typiquement quand ils te servent des boissons, c'est toujours ultra sucré. C'est la culture qui est comme ça. Tu vas partout en Asie, ça va être toujours très sucré. Nous, c'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude des choses moins sucrées. Mais ça va être une question tout simplement d'habitude et d'habituer ton palais en fait. Et ça va être pareil pour la diète. Si tu avais l'habitude de bouffer toujours de la merde et que tu vas commencer à t'orienter vers une diète un peu plus clean, forcément ça va te paraître potentiellement un peu plus fade. Mais tu vas voir que de toute façon, tu vas pouvoir toujours agrémenter tous tes aliments avec des épices. Tu rajoutes de la cannelle, tu rajoutes poivre, tous les mélanges italiens, poulet, tout ce que tu veux. Et tu vas te mettre en fait, à kiffer au fur et à mesure. Ça va devenir normal en fait. C'est comme toi, quand tu es petit, tu détestes le café, tu détestes le vin. Ça évolue avec le temps. Le café, ça devient agréable en bouche. Bon, pas pour tout le monde évidemment. Le vin, pareil. L'alcool, pareil. Enfin, tout ce genre de trucs en fait. C'est une question d'habitude en fait. Ouais, nos goûts vont évoluer en fonction de ça. Je pense qu'à n'importe quel âge, d'ailleurs, vos goûts peuvent évoluer. Il y a souvent des gens qui sont assez réfractaires à plein de trucs. Moi, comme je dis souvent, il faut se responsabiliser. C'est un peu un comportement d'enfant, je trouve, à chaque fois. Ouais. Quand on me dit, ouais, mais j'aime pas ça, j'aime pas ci. Si tu as 50 ans, à un moment, tu peux aussi te remettre en question et te dire peut-être que tu peux évoluer dans tes goûts. Bon, je sais qu'on est tous un peu comme ça, mais de toute façon, si vous voyagez ou quoi, vous n'avez pas le choix que de vous adapter. Je veux dire, si tu es ici en Thaïlande et que tu veux manger toujours ton fromage avec ton pain à la fin de ton repas, à un moment, il faut aussi changer un peu tes goûts ou adapter, on dira. Mais, Ouais, mais c'est un peu la même chose avec les fruits et les légumes. Hein. On a tous des élèves, des coachés, où on connaît tous des gens. Ah non, les légumes, je peux pas en manger. Les fruits, je peux pas en manger. Genre, pas manger des légumes, c'était des trucs quand t'as 8 ans, quoi. Surtout, tu peux pas mettre toute une catégorie d'aliments dans le même sac. Mais c'est ça, les légumes n'ont rien à voir. Tous les légumes que tu prends n'ont strictement rien à voir entre eux, en fait. C'est ça. Donc, c'est impossible que tu me dises que t'aimes pas les légumes, alors que tu prends une tomate.
ça n'a rien à voir avec une courgette ou avec du céleri. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc déjà, la personne qui vient qui me dit non, c'est mort, je peux pas manger des légumes, c'est que déjà de base, tu pars sur un constat tu pars d'une mauvaise volonté en fait. C'est que t'as pas envie de faire d'efforts. Parce que pareil, même des légumes, tu peux les rendre ultra bons si tu les assaisonnes bien, si tu les cuisines bien. Oui. Fais-toi des bonnes tomates farcies au four, tu verras, ou des poivrons farcis ou tout ce que tu veux. C'est obligé. Tu peux que toujours t'aimes les rendre légumes, ouais, c'est ça, les légumes, Mais- tu peux toujours les rendre bons en les mélangeant avec d'autres choses, avec de la sauce. Des fois, ça n'a même pas de goût. Donc, Ouais, c'est ça. Mais même maintenant, je vais dire, tu sais, il y a les fameux air fryers là. ouais. Tu fais tes légumes au air fryer, tu as l'impression de bouffer des frites de légumes. Ouais. Je veux dire, si tu aimes bien les frites, ce qui est le cas pour tout le monde, tu vas. Enfin, bon, d'accord, les patates, etc., c'est pas des légumes, mais c'est des féculents. C'est obligé que tu vas kiffer tes légumes, même si tu fais des frites de courgettes, des frites de tout ce que tu veux, des chips. Enfin, voilà, c'est. Il faut essayer. Ouais, il faut triquer un petit peu son cerveau en fait. Ok. Bon. Bah écoute, on a. Sur l'alimentation, globalement, effectivement, on a bien, tu as bien résumé effectivement ce qui était important. On va rentrer plus dans le détail sur ça parce que de toute façon, il y a d'autres épisodes pour ça et voilà, on restera à votre disposition s'il y a besoin. Il y a un truc qui est extrêmement important aussi. Je le vois aussi pour les gens qui sont peu actifs. C'est quand ils font un calcul de calories, ils se retrouvent avec des 1200, 1300, 1400 calories. Alors ça dépend de votre taille, effectivement. Si vous êtes un petit gabarit, si vous êtes une femme, forcément vous avez un peu moins de calories en réserve. Mais il y a aussi un fait que les gens, s'ils n'ont pas beaucoup de calories disponibles, c'est parce qu'ils font peu d'activité, ils sont très sédentaires, ils font pas beaucoup de sport. Toi aujourd'hui, tu entraînes combien de fois par semaine? Combien de fois tu fais en moyenne? Et est-ce que tu sais à peu près quel est ton objectif calorique pour maintenir ton poids par exemple? Est-ce que tu as une idée? Ouais, alors au niveau des calories, moi je suis à peu près entre 2000 et 2200. J'ai pas besoin de tant de calories que ça. Malgré le fait que j'ai un gros volume quand même d'entraînement. Moi j'aurais vu ça plus haut ton objectif Je m'en- calorique. Ouais, ça Je va. m'entraîne tous les jours. Ouais, non, j'ai pas un énorme Ok. métabolisme à ce niveau-là. Je m'entraîne tous les jours. Ouais. Mais après, voilà, le fait que je mange bien, que je m'entraîne. Enfin, ouais, que je m'entraîne tous les jours, mais que je mange bien, je me perds dans ce que je dis. Le fait que je mange quand même bien un gros volume alimentaire, ce qui fait que même en mangeant peu de calories au comparé de ce que je m'entraîne, je m'y retrouve quand même. Je m'y retrouve, j'ai pas faim, je fais les bons choix, donc voilà. Et au niveau des pas, je saurais pas te dire parce que je t'avoue qu'en ce moment je compte pas et c'est vrai que je marche une bonne partie de ma journée sur le tapis, juste Ok. au-dessus, Ouais. Notamment le matin. Mais globalement, je suis aux alentours des 10 000. Ouais. Ouais. Donc Ouais, en fait, ça te je donne fais un les peu 10 000. plus de marge. Globalement, quand on vous le dit souvent, mais le sport, la dépense, enfin, c'est pas fait uniquement pour perdre du poids. Ouais. C'est juste que ça vous donne plus de marge de manœuvre en fait sur votre alimentation. C'est vrai qu'entre quelqu'un qui marche 2000 pas par jour et quelqu'un qui en marche 10 000, alors on va pas vous dire d'estimation de calories, mais ça vous donne potentiellement le droit à un dessert en plus ou tu vois un peu plus de plaisir et de marge de manœuvre. Juste sur l'alimentation, on a oublié de vous dire un truc, c'est que oui, vous avez un objectif calorique, mais vous pouvez être au-dessus, vous pouvez être en dessous. Voilà, ne fixez pas un objectif calorique unique pour chaque journée, parce que de toute façon, ça dépend de pas mal de facteurs. Pouvoir des fourchettes, nous souvent ce qu'on fait dans le programme pour éviter que ce soit trop justement, ah, j'ai pas atteint mon objectif, c'est la fin du monde. Non, encore une fois, c'est pas très grave. Par rapport à l'exercice physique et à l'activité physique, le sport vraiment, la question que se posent souvent les gens, c'est quand ils commencent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller en salle? Est-ce que je dois faire à la maison? Est-ce que je dois marcher sur mon tapis, faire du rameur? Est-ce que je dois, j'en sais rien, faire du body pump, du machin, du truc, la Zumba? J'ai donné des cours de Zumba, juge pas. Donc, c'est aussi efficace dans un sens. Quelle est, selon toi, je vais faire une question, la question que un débutant se poserait, c'est quel type d'exercice est le plus efficace pour perdre du poids? Ok, je voulais prendre la question de la façon dont tu l'avais amené. Ouais. Qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire? Bah déjà, c'est faire ce que tu peux. Déjà, ça c'est la première des Oui. choses. Donc en gros, si tu peux t'entraîner à la maison, que tu n'as pas le temps d'aller en salle, entraîne-toi à la maison. Si tu n'as que 45 minutes pour faire potentiellement un body pump en cours de Zumba, fais un cours de Zumba. Maintenant, la chose la plus smart, quand même, parce que justement, ce qu'il s'agit, c'est d'optimiser quand même son temps. Bah, c'est de se concentrer, si tu t'entraînes, si tu fais de la musculation, c'est par exemple se concentrer d'abord sur les mouvements polyarticulaires. Si tu n'as pas beaucoup de temps, donc les mouvements polyarticulaires, c'est les mouvements qui engagent plusieurs articulations, donc plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc exemple, squat, soulevé de terre, développé couché, traction, etc. Tu engages toujours plusieurs muscles. Que de te faire chier à faire que du curl biceps, que des élévations latérales, que du leg curl, du leg extension, etc. Donc déjà, je pense que ça, c'est la première des choses, c'est bien construire son programme.
en te basant justement sur d'abord des gros mouvements de base. Donc mouvements de base, c'est les mouvements polyarticulaires. Est-ce que selon toi, alors j'ai déjà fait des épisodes sur ça, mais cardio versus renforcement, etc. Là, tu nous as parlé beaucoup d'exercices de renfo. Est-ce que faire du renfo, ça fait perdre du gras? Non, mais en gros, c'est une question de merde, mais en gros, je sais que les gens vont se poser la question, parce que quelqu'un qui nous découvre aujourd'hui va dire ouais, mais du coup, je sais pas quoi faire, parce que moi, je perds du gras rapidement. Quel est l'intérêt, selon toi, de faire potentiellement un mixte, peut-être un peu de cardio, un peu de renforcement? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à tes élèves, justement? On parle d'exercices polyarticulaires, mais si les gens sont en surpoids, effectivement, on va pas passer de traction, pas tout de suite. Comment répartir peut-être ces exercices? Bah déjà, déjà un truc qui est important à préciser, c'est que on va pas à la salle déjà. Alors oui, ça aide à brûler des calories, ça aide à perdre du gras, mais tu vas pas à la salle pour perdre du gras, parce que la dépense énergétique engendrée par une séance de sport, que ce soit 20 minutes de course ou que ce soit une séance d'1 heure, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que ouais, tu vas bouffer un sneakers ou deux, c'est bon, tu vas déjà griller ta séance. Le truc cool avec la musculation, et là je vais vraiment insister dessus parce que c'est là où la musculation prend tout son sens, c'est que justement tu vas construire de la masse musculaire. Donc attention, parce que construire de la masse musculaire, ça veut dire que potentiellement ton poids sur la balance, il va monter. Mais qui dit plus de masse musculaire, dit tu vas augmenter ton métabolisme. Donc un métabolisme plus haut, ça se traduit par quoi? Par le fait que tu vas cramer plus de calories. Donc du coup, en allant à la salle, en faisant de la musculation, au lieu de te faire chier à faire que des séances de 1 heure sur ton tapis, tu vas potentiellement réussir à brûler plus de gras indirectement. C'est pas le fait de faire du curl biceps, de faire un squat qui fait cramer du gras. C'est le fait justement de bouger, d'augmenter ton métabolisme qui va faire que tu vas perdre plus de poids, plus de gras en l'occurrence. Donc c'est là où tu as plus intérêt à quand même te concentrer plus sur la musculation. Tu peux faire du cardio si tu as envie d'augmenter, faut s'en servir comme un outil en fait. Si tu as envie d'augmenter ta dépense énergétique, bah, fais-toi du cardio en fin de séance, tu te fais 10, 15, 20 minutes, peu importe le temps que tu as. Si tu as 1 heure à allouer en fin de séance, fais 1 heure de cardio si ça te chante. Mais ouais, il faut faire attention à vraiment, et ça c'est l'erreur d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure des résolutions 1er janvier, les gens ils se ruent sur les machines cardio, alors que vraiment c'est pas du tout la bonne méthode, parce que sur le cardio, le problème c'est que tu vas pas construire de masse musculaire sur un tapis, et tu vas pas augmenter ton métabolisme de cette façon. Métabolisme bas, bah, tu vas toujours galérer à cramer des calories en fait. Après, voilà, si vous faites du cardio, déjà, continuez, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, essayez de trouver un juste milieu, je pense. Ne pas voir que le sport comme une dépense, comme tu l'as dit. Alors forcément, au démarrage, quand on va en salle, on a un objectif un peu spécifique. Et si aujourd'hui vous faites ça, c'est pas grave, c'est mieux que de rien faire, évidemment. Mais nous, on vous conseille, après, à partir d'un certain step, à un certain niveau, effectivement, de mêler ça avec du renfo. Le renfo, quand on ne sait pas comment ça marche, ça peut faire peur. J'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais quand on ne sait pas, il faut se faire aider, soit un coach en ligne, un coach en présentiel. Même prenez une séance au démarrage en salle de sport avec quelqu'un, je pense que c'est ultra important. Sans ça, vous allez toujours avoir peur d'y aller, et si vous avez toujours peur d'y aller, voilà, vous allez toujours rester dans votre zone de confort. La zone de confort, c'est aller sur un tapis. C'est ça en fait pourquoi les gens ils font du tapis aussi, parce que c'est plus simple, tout le monde a appris à marcher, tout le monde sait à peu près courir ou faire du vélo. Naturellement, on sait le faire. Ah, c'est clair, hein. Tu es sur ton tapis, tu as ton casque, tu regardes ton petit ange de la télé-réalité, tout ce que tu veux, et tu es dans ta bulle, tu es sur ton tapis au même endroit, tu sais que c'est bon. Alors que par contre, si tu vas sur le plateau muscu, qu'il faut que tu traverses, que tu passes devant des gens, que tu demandes potentiellement si le banc il est libre, que tu prennes des haltères devant tout le monde, etc., c'est dur. Bah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Moi j'ai un élève, sans le citer, mais qui est aussi passé dans le podcast, qui a commencé à aller en salle de sport là, depuis une semaine. Il m'avait fait un débrief en vocal. Enfin non, il m'avait fait un débrief écrit. Il m'a dit, bon ça s'est super bien passé parce qu'il avait un programme, etc. Donc il savait quoi faire, mais c'est vrai qu'il a eu... J'ai vraiment senti qu'il avait un problème de confiance en lui, notamment sur le regard des autres. Il m'a dit, ouais, quand j'ai fait mon échauffement, tout le monde me regardait parce que personne s'échauffe, il y avait que moi qui m'échauffais. Donc déjà, voilà, il est bien accompagné, il s'échauffe bien, donc ça c'est cool. Mais pareil, il m'a dit, ouais, quand je tourne avec des gros gars à la muscu, des gros bodybuilders, il avait l'impression de se faire juger. Il m'a dit en gros... qu'il avait l'impression de gêner un petit peu les autres, tu vois. Il disait ouais, le gros bodybuilder, il devait se dire ouais, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa machine, tu vois. Enfin, il était vraiment pas confiant, et je pense que c'est normal. Mais sachez une chose, on vous le redit, mais personne ne vous juge à la salle, honnêtement. Quand j'ai vu son message, je me suis dit en fait oui, je comprends pourquoi il a dit ça, mais en vrai il a pas compris, c'est que personne ne le jugeait. Le bodybuilder, en vrai, il est content de partager la machine avec un débutant, faut pas croire. Ou alors il est complètement con, mais généralement non.
Donc voilà, souvent on se fait des films sur certains trucs et c'est pas vraiment la vérité. Et de toute façon, il faut faire abstraction du regard des autres. Quoi qu'il arrive, c'est très difficile. Je suis bien placé pour le savoir parce que je porte beaucoup encore attention au regard des autres. Mais en salle de sport, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai, quand on fait des beaux mouvements, quand on sait pourquoi on y est, quand on a l'habitude, hein, quand on fait des centaines de séances par an, etc. Au bout d'un moment, ça devient comme habituel, c'est notre maison, hein, la salle. Mais il faut passer par ces premières semaines effectivement de découverte. C'est pas évident. Est-ce que toi, tu te rappelles, Clément, ça fait longtemps du coup, peut-être. C'était jadis. C'était au Moyen-Âge. Mais quand tu te rappelles de tes premières séances à la salle ou pas? Comment Ouais. tu te sentais? Ouais, je m'en rappelle carrément. C'était Alors, comment? moi, c'était un peu particulier parce que franchement, je suis arrivé déter. Ok, J'étais vraiment confiant. ok, Moi, je fais partie de ce genre de mec au bout de 2 semaines, tu sais, je suis allé acheter des trucs ultra moulants, ok. tu sais, les t-shirts compression et tout, et Ouais. je me prenais vraiment pour un Et boss. t'étais déjà stack ou non? T'étais pas trop stack? J'étais une grosse merde. Ok, t'étais une merguez, ok. Je ressemblais à rien, je ressemblais à un phasme. T'avais fait un peu de trucs à la maison ou c'était Ouais, vraiment, je faisais des pompes et des tractions, c'est tout, mais non, franchement, je ressemble à rien. Ok. Je ressemble à rien, voilà, il n'y a pas de jugement et tout, mais, Non, mais par par rapport rapport, aujourd'hui, par ouais. rapport à moi, je me permets de me parler comme ça Ouais. parce que c'est de moi que je parle. Normal. Mais non, moi j'ai fait direct abstraction de ça et en fait moi j'ai trouvé même limite un refuge entre guillemets où je me suis fait vite des potes et tout à la salle et j'ai eu la chance de justement d'y aller. Putain ouais, ce soir on se retrouve, on se fait un truc et tout. Après on a créé vite une communauté, on se voyait en soirée et tout, on se voyait entre potes. Donc là-dessus j'ai eu la chance parce que vraiment Ça joue, ouais. ça a été vraiment un gros tournant à ma vie et c'est ce qui a fait qu'après moi j'ai voulu devenir coach et tout parce que l'environnement me plaisait énormément. C'était quel type de salle justement? C'est- Ça devait pas être une salle commerciale, je pense. Non, ouais, c'était une salle privée. Donc d'où l'importance aussi, parce que c'est vrai que les salles commerciales maintenant, Pour faire une communauté, c'est un peu plus ouais, compliqué. c'est pas la même. On peut, mais je pense que ça va dépendre un petit peu de la salle où tu es. Ouais. Mais c'est vrai que moi c'était une petite salle familiale, même quand tu rentrais à l'accueil, tu discutais tout le temps avec la gérante. C'était des petits groupes, pareil, je faisais même des cours collectifs, tu vois, au début, et il y avait tellement bonne ambiance qu'on rigolait, tu vois. Donc ouais, moi j'ai quand même eu vraiment de la chance vis-à-vis de ça, et puis j'ai jamais eu vraiment de gros manque de confiance en moi, donc le regard des gens, je m'en suis toujours un peu foutu. Mais c'est vrai que si vous avez la chance de trouver une bonne salle où vous vous sentez bien, des fois il ne faut pas chercher parce que je sais qu'il y en a qui vont chercher à faire des économies, aller à Basic Fit ou Fitness Park parce que c'est 20 balles par mois, ou 25 ou 30, j'en sais rien. Des fois, vous peut-être mieux payer une salle 60 balles où tu te sens mieux, où tu sens qu'il y a une bonne ambiance. Moi, je suis arrivé, par exemple, la salle où j'allais, à chaque fois que tu rentrais, tu faisais le tour, tu disais bonjour à tout le monde. Tu sais, tu serrais la main et tout. Ouais, ça c'est ouf. Fais ça dans un Basic Fit, les gens ils vont te regarder, ils font wesh, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Tu sais, on va te regarder bizarre, tu vois, parce que ce qui est normal, tu peux pas faire le tour de Basic Fit, il y a tellement de monde que tu vas pas dire bonjour à tout le monde. Mais moi, c'était ça dans ma salle. Donc Ouais, c'est sûr, ça change tout quoi. Ça t'a mis à l'aise directement, Ouais. effectivement. Ouais, ça joue. Maintenant, après, voilà, comme on dit souvent, prenez la salle qui est le plus proche de chez vous aussi. Plus ça se rapproche, plus vous avez de chances d'y aller, hein. Nous, en Thaïlande, on a tous des salles aussi dans les immeubles où on est, où j'avais le cas à Dubaï. Mais il n'y a pas de chaîne hein, ici. Hein. C'est encore plus Très facile. peu. Ouais, donc bon, plus votre environnement, on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais plus l'environnement est favorable à s'entraîner, plus c'est facile aussi. Mais voilà, effectivement, l'environnement dans votre salle quand vous débutez, c'est ultra important. Ça peut tout changer votre expérience. Si vous êtes dans une première salle où vous vous sentez mal, les gens ne vous considèrent pas, vous vous sentez jugé pour X raison, ça peut vous dégoûter de la salle. Moi, j'ai des élèves, ils me disent ouais, la salle, je veux plus y mettre les pieds. Alors qu'il y a des élèves, ils tombent amoureux de la salle. J'en ai encore un autre, d'ailleurs, un autre élève qui au début voulait une fois et qui m'a demandé hier, il faut que je le fasse, de faire 2 ou 3 séances en plus. Pareil, sa femme s'est inscrite, hop, les deux vont y aller tout le temps, ils sont ultra déter et ça c'est cool. Alors que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, il était tout le temps à la maison. Il avait aussi, je pense, des préjugés sur la J'ai vu salle. ta story, ouais. Et une fois qu'il y est, ça change tout. Donc je pense que ça dépend de l'expérience, si vous êtes tout seul, toute seule, si vous rencontrez du monde, voilà. Donc chaque expérience à la salle de sport est unique. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle, hein. Moi, j'ai une majorité de mes élèves, je pense, qui s'entraînent à la maison encore, parce qu'ils sont en démarrage et qu'ils sont peut-être pas prêts ou ils n'ont pas envie. Mais c'est ok en vrai. Ouais, en plus, franchement, c'est honnêtement, bon, tu vas pas à la salle pour ça, mais c'est une occasion de rencontrer pas mal de gens, en vrai. Ouais. Potentiellement Si t'as envie ton de- conjoint ou ta conjointe, mais, Ouais. mais ouais, franchement, c'est une occasion. Mais je crois que tu en parlais la semaine dernière dans ton podcast aussi. Tu vois, moi, je vais aussi au CrossFit Ouais. et je sais que bon, c'est beaucoup plus open pour parler parce que. Oui. Parce que c'est le CrossFit qui est comme ça, t'es pas dans ta salle avec ton casque à faire des séries. Mais c'est vrai que c'est super important en fait parce que ça va te permettre de créer des relations. Mais moi je suis pareil, j'ai des élèves,
depuis qu'ils vont à la salle, ils rencontrent plein de gens, et justement ils font des séances ensemble, ils font des soirées, etc. Ouais, même pour l'aspect social, je trouve que c'est super important parce qu'on a vite tendance à se renfermer quand même. Bah, dès qu'on travaille, de toute façon, dès qu'on a plus de 22-25 ans, dépendant à quel âge on commence à travailler, notre cercle va vite se restreindre, effectivement, et plus ça va, plus notre cercle va se restreindre si on ne fait pas l'effort d'aller vers les autres. Sinon, on va juste avec. D'ailleurs, selon les corps de métier, il se peut que vous soyez que avec des gens qui fassent la même chose que vous. Bon, Ouais. nous, en tant que coach et entrepreneur, souvent on a un peu que des amis qui font la même chose, mais bon, bref, pas que. Mais pareil, nous, en tant qu'entrepreneurs, on travaille dans notre coin, c'est des métiers solo, entre guillemets. Et si on ne fait pas l'effort d'aller vers les autres ou quoi, on peut vite se retrouver tout seul donc quand on voyage et tout ça. Donc c'est important, effectivement. C'est pas évident de sortir de sa zone de confort. Il y a des personnes pour qui c'est plus facile, les extravertis, mais pour les introvertis, c'est peut-être plus difficile. Mais il faut. Cela dit, c'est un excellent premier pas. Mm. Bah, admettons, tu es introverti, tu aimerais faire plus de rencontres, de rencontres, on n'est pas sur Tinder, mais juste de parler, de te sociabiliser un peu plus. Ouais. Je te jure que si tu te bouges le cul, que tu sors de chez toi, au lieu de t'entraîner chez toi, tu vas à la salle, c'est obligé qu'à un moment donné, tu vas parler à quelqu'un. La personne, elle va te voir que tu es régulier, que tu es tous les jours plus ou moins à la même heure, etc. Cette personne, au fil du temps, tu sais, elle va venir briser la glace. Ah ouais, putain, mais je vois que tu t'entraînes bien, ça fait combien de temps, etc. Et ça crée des liens, et c'est con, mais en vrai, ça te permet de t'élever en fait. Ta confiance en toi, elle augmente. Si tu te socialises, que tu es à l'aise en public, est-ce que tu as déjà vu des gens qui étaient ultra à l'aise en public, qui pouvaient s'exprimer devant des centaines de personnes, devant des groupes d'amis, etc., qui n'avaient pas confiance en eux? Non. Ça n'arrive pas. Donc vraiment, pouvoir s'exprimer, pouvoir se faire un cercle social, c'est augmenter ta confiance en toi. Augmente ta confiance en toi et tu vas augmenter sur tous les aspects de ta vie, que ce soit la salle, que ce soit de ton business. Ah ouais, tout est lié en fait. Tout est lié. Ok. Bon, bah ça, effectivement, c'est hyper important. Un débutant qui nous écoute, il va se demander combien de fois il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, je fais exprès de dire il faut. Est-ce qu'il y a une règle? Bah non. Est-ce qu'il y a une règle du nombre de séances? Des fois, on nous pose la question, ouais, mais à partir de combien de séances c'est efficace? Ah, j'ai déjà eu ça là aussi. Ça, c'est des questions qu'on se pose souvent. Comment on pourrait répondre à ce genre de questions, justement? Comment tu réponds à quelqu'un qui te demande ça? Bah, moi je réponds toujours la même chose. Déjà, il n'y a pas de réponse universelle, mais la même chose, c'est à partir du moment où tu peux y aller autant de fois que tu peux tenir le rythme sur la durée en fait. Mais j'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est la vérité en fait. Donc il y en a, ils vont me dire bah, combien de fois c'est efficace? Bah c'est simple, bah, vas-y 7 jours sur 7, tu verras, c'est efficace. Tu fais comme moi, c'est super efficace. Mais est-ce que tu peux tenir ces 7 jours sur 7, tu vois? C'est impossible. Et en plus de ça, quand bien même tu le fasses, il faut que tu aies un programme super bien construit pour optimiser ta récupération parce que va 7 jours à la salle dans ta semaine. Si tu fais que Si tu fais des que de séances la merde, de 2 heures, ouais. Si tu fais que de la merde, tu vas forcément te cramer en plus et tu vas pas du tout optimiser ta récupération. Ouais. Mais ouais, bah, il faut juste le rythme qui te permet de tenir en fait. Si on y va que 2 fois dans la semaine, si on s'entraîne que 2 fois dans la semaine, c'est ok selon toi déjà pour démarrer? Ouais. En fait, c'est ok dans la mesure où tu commences à implémenter cette habitude, que tu commences à mettre des autres actions à côté, que tu commences à faire plus de NEAT. Donc le NEAT, c'est faire du sport sans faire du sport. Non-exercice activity thermogenesis, donc marcher dans la rue, prendre tes escaliers au lieu de l'ascenseur, promener son chien, etc. Ouais. Donc si tu vas 2 fois à la salle, tu commences à implémenter ça en plus, que potentiellement tu t'achètes, je sais pas moi, tu sais, un walking pad, là, c'est à la mode en ce moment, le petit tapis, que tu t'achètes ça chez toi et que tu décides d'en faire en plus de ça 10-15 minutes le matin, au lieu de scroller, de te mettre dans ton canapé ou de rester dans le lit, que tu le fais en marchant. Bah ouais, en fait, c'est des petites habitudes en plus que tu rajoutes. Donc 2 séances, ça peut potentiellement suffire. Et après, rien ne t'empêche d'augmenter si tu te sens à l'aise pour augmenter quoi. Aujourd'hui, le gros frein, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner. Je suis père ou mère de famille, je travaille jusqu'à 8h le soir. Ensuite, je dois rentrer m'occuper des enfants. Donc, nous, on connaît ces problématiques-là. Hein. Je pense que ça, toi aussi. Hein. Moi, je dirais que 3/4 de mes élèves ont ce discours-là au démarrage, c'est j'ai pas le temps. Voilà. Évidemment que le temps, oui, on va dire souvent le temps, ça se trouve. Oui et non. Je pense que nous, en tant que coach et entrepreneur, on a le plus de temps que les autres, ça c'est sûr. On sait organiser notre planning, donc on va pas vous faire la morale sur ah ouais, mais il faut prioriser. Oui, mais toi, d'ailleurs, un truc qui me fait assez rire, c'est que tu te lèves super tôt, enfin pour moi en tout cas, et que tu vas marcher en haut, c'est ça, tu fais du tapis le matin, Ouais. potentiellement.
alors que tu serais pas obligé. En réalité, tu pourrais te lever à 9-10 heures, tu pourrais avoir un hit dégueulasse. Et pour autant, tu fais l'effort de te lever parce que tu connais l'importance de cette dépense et tu trouves le temps de le faire en fait. Ouais. Avant de commencer ta journée, tu as déjà fait, je sais pas, 3000 pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, moi, déjà, même à 10h, 10h30, moi, j'ai déjà quasiment fini ma journée de taf, entre guillemets. Mais en fait, ce que je fais, je fais rien d'extraordinaire. Je fais ce que beaucoup de gens font. Donc, je me lève assez tôt. Bon, c'est tôt, c'est relatif, c'est 6h30. Ce que font la plupart des gens. Ouais. En France, Pas les entrepreneurs. pas forcément les les entrepreneurs, salariés, mais en France, si tu Oui. vas travailler, que tu Si, c'est vrai que as tu te lèves. 9h, 8h ou 9h jusqu'à 17h, Mm. avec le temps de trajet, etc., c'est à peu près l'heure où Bien tu vas te sûr. lever. Ouais. Ou à 7h, mais bon, voilà, c'est à peu près l'heure où tu vas te lever. Mm. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que donc, je me lève, je bosse, et au moment où je sais que j'ai besoin de prendre une pause, et bah, au lieu juste de prendre ma pause et de m'asseoir sur mon muret ou je sais pas, moi, de prendre une pause et de rien faire et de scroller sur mon téléphone, je vais sur le tapis. Là, on a de la chance, c'est ultra, pour moi, comment on dit, convenient. Ouais, c'est pratique, quoi. C'est ultra pratique. Euh, j'ai une salle dans le bâtiment où on est juste au-dessus de là où on fait le podcast. Et forcément, il y a un tapis. Donc moi, j'ai rien à faire. J'ai juste à descendre les escaliers de chez moi et de les remonter pour aller sur un tapis. Et je fais ma pause comme ça en fait. Donc ce qui fait que ça me permet de faire entre 20 et 40 minutes. Ça dépend de la vidéo que je vais mettre. Je me mets une vidéo sur YouTube ou en l'occurrence une formation en ce moment. Et ça me permet de marcher et d'optimiser mon temps au lieu de… Je déconnecte en même temps. J'arrête de travailler sur mon ordi et je crame des calories. Enfin, je marche quoi. Je marche, ça me permet déjà de faire pas mal de pas. Donc tu En as. vrai, en 40 minutes, je pense que t'es pas loin des 10. Non, Non, peut-être 10 une heure. 000 pas, c'est 1h15. C'est une heure. Ah, logiquement. ok. Mais Ah, pas pour toi. T'as vu la vitesse où tu marches. Ouais, moi Toi, je l'ai 30 fait en- minutes, c'est 10 000 pas. 30 minutes, c'est 10 000. Ce mec, c'est un psychopathe. Moi, je suis comme Johan. C'est Robocop. Je sais pas si vous connaissez Johan Diniz, c'était un marcheur qui s'était chié dessus une fois, mais en gros c'est un marcheur olympique. Et moi je marche comme, Ah oui, comme Johan Diniz quand il Putain, fait les voilà. JO. Donc non, moi c'est vrai que je marche très vite. J'ai appris à marcher moins vite ici en Thaïlande parce que les gens ils marchent à 2 à l'heure, donc je suis obligé de J'ai m'adapter. l'impression que toi, tu vis dans les métros parisiens. On Ouais, marche tous comme toi. moi j'ai eu l'habitude d'aller vite, mais bon bref. Mais en tout cas ouais, en gros ce que je veux dire c'est que tu as allié l'utile à l'agréable, tu Ouais. l'as dit, tu te formes ou tu regardes des vidéos Ouais. pendant que tu marches. Mm. Donc ça c'est cool. Mais ça, tout le monde peut le faire. Donc, Bien sûr. comme je dis, avec un walking pad, le matin, tu te lèves. Au lieu de. Alors, parce que je sais que tout le monde le fait. On se ment à soi-même, on se voit de la face. Mais je sais très bien que quand tu te lèves, même si tu as ta journée de taf et tout qui t'attend, la plupart des gens, alors à part les extrémistes qui se lèvent 15 minutes avant de partir, la plupart des gens, ils se lèvent, ils sont en train de déjeuner, de boire leur café, ils sont comme ça en train de scroller, ils mettent je sais pas combien de temps pour s'habiller, pour machin. Alors qu'en fait, tu pourrais juste prendre 10, 15, 20 minutes. Bah, tu pourrais tout simplement marcher sur ton petit tapis chez toi et lire tes news, enfin faire ce que tu veux, tu vois. Selon toi, parce que moi j'ai commencé à le faire aussi, donc comme toi je bosse de la maison, où voilà, je peux des fois démarrer ma journée dès que je me lève quasiment. Moi j'aime pas ça, j'ai besoin d'un sas entre guillemets, il me faut après 1 heure je pense pour me réveiller. Ce que je disais dans le dernier podcast, moi aujourd'hui bon, on a de la chance, c'est qu'on a des piscines dans chaque immeuble, donc moi le matin je vais nager, même 5-10 minutes, je sais que c'est ultra important. Il y a un entrepreneur très connu qui s'appelle Yomi Denzel aussi, peut-être que certains connaissent, je crois que lui il court 5 à 10 minutes, donc on pourrait dire ouais c'est rien de courir 5 à 10 minutes, pour autant le fait de faire une activité dès le matin, surtout si c'est en extérieur, c'est encore mieux parce que vous voyez la lumière du jour, sauf en hiver chez vous en France des fois. Mais globalement, avoir la lumière du jour, plus faire un réveil musculaire, peu importe, soit de la marche, même des étirements un peu dynamiques ou un petit truc en fait, faites un mouvement dès le début. Il est vrai que ça fait démarrer la journée complètement différemment. En tout cas, ça change tout, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Bah, tu sais que tu es actif, tu sais que tu as fait un truc qui est bon pour toi. Mm. Donc, déjà, physiquement, tu te sens mieux, tu es chaud et mentalement, t'es paré en fait, t'es paré pour ta journée. Tu sais que tu as déjà fait un truc. C'est d'ailleurs pour ça que moi je le fais pas, mais qu'il y en a beaucoup qui prennent des douches froides. C'est typiquement pour cette raison. Ouais. C'est pour te bouger le cul d'entrée, te réveiller. Tu fais un truc que personne n'aurait fait, donc mentalement ça te met en confiance, ça te met bien. Ouais, c'est la même raison en fait. Ça aurait pu être des douches froides, hein, mais moi je sais que je marche. Ouais, on parlait d'habitude. Souvent, les gens, alors c'est plus dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être où les gens se mettent 15 000 habitudes le matin avec des routines de ouf. Est-ce que selon toi, est-ce que toi, potentiellement, tu as mis en place des habitudes ou des choses comme ça, mis à part la marche? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que je sais pas. Non, ben en fait moi c'est simple, pareil en fait, la marche qui est déjà une bonne habitude en soi. Euh, moi je prends pas de petit déj Ok. non plus. Ça va être juste un café, voilà.
que je prends pas non plus direct au lever. Mais et puis après moi je suis assez productif le matin, donc ce qui fait que je travaille, pause marché, je reviens, je retravaille et il est vite 10h30, 11h en fait. Et après moi je mange quand même très tôt vu que je m'entraîne assez tôt l'après-midi. 11h je vais chercher à manger, donc on a un centre commercial ici qui est pépite pour chercher à manger où il y a un food court, etc. À 11h je me barre déjà, je vais déjà manger. En fait au final ça va vite, tu vois. Mais j'ai pas de vraies habitudes qui ont changé le game en fait. T'en as pas ressenti le besoin parce que c'est ça, avoir une liste interminable d'habitudes, ça peut être une sacrée galère. Moi j'ai mis en place une habitude depuis le début de la semaine, moi je l'ai pas fait depuis 2 jours pour X raisons, mais j'avais commencé à le faire, c'était de la gratification. Je m'étais engagé dans le dernier podcast à le faire, donc je vous en reparlerai. Mais j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai envie de continuer de faire. Mais en fait le truc c'est que souvent quand on veut démarrer une habitude, j'ai l'impression il faut vraiment la mêler avec autre chose. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Tu vois, moi quand je vais me baigner, tu la lies à quelque chose. ouais, quand je vais me baigner, tu vois, après je me pose à un tout petit brin de soleil parce que c'est un peu à l'ombre et tout ça, donc je me pose au soleil pour justement prendre la vitamine D dans la gueule et tout ça. Et à ce moment-là, je sors mon téléphone, ou il faudrait que je l'écrive, mais bon, j'écris sur mon bloc-notes, et je fais ma liste de gratitude, etc. Est-ce que je le ferai à l'année? Ça, j'en ai aucune idée, je pense pas. Mais c'est important, je trouve, et ça te met vraiment dans un mood différent dès le matin, je vous en reparlerai, mais. Et du coup, je l'ai mêlé cette habitude-là avec le fait que bah voilà, je suis au soleil, je sèche, je prends un peu des couleurs, etc. Et je prends 5-10 minutes au fait pour faire ça. Mais au final, cette routine, elle me prend 20 minutes en tout, je dirais. Ouais. Mais ça me fait démarrer la journée un peu plus positivement et tu vois, que de démarrer direct, rusher dans direct, j'ouvre mes messages et tous les trucs négatifs, les machins. Je trouve que les premières minutes le matin peuvent déterminer un peu ton mood de la journée. Ouais. Et c'est super important, je trouve. Est-ce que toi, du coup, toi, tu es quelqu'un de très positif, d'une manière générale, tu es assez enthousiaste? C'est vrai? Ah oui. Youpi les gens qui te suivent le savent, tu vois, tu es quelqu'un de très. Tu respires la bonne humeur. Moi, c'est moins mon cas. Je suis un peu plus. Parce que ça fait pas assez longtemps que t'es en Thaïlande, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, c'est assez sourire. Mais, en Thaïlande, t'es happy, mon gars, t'es zen, t'es. Est-ce que toi, donc toi, c'est l'environnement, je pense, qui joue sur ça, mais même en France, enfin, naturellement, je pense que t'es plus positif comme ça. Selon toi, est-ce que c'est ton comportement, est-ce que c'est comment dire, t'es né comme ça ou est-ce que tu le cultives justement, tu vois les choses plus positivement que la plupart des gens? Ouais, en fait, déjà l'environnement, il joue énormément. Donc déjà depuis que je suis en Thaïlande, c'est un truc de fou comme je suis beaucoup plus zen, je relativise beaucoup plus. Donc d'où l'importance de l'environnement. Ouais. Parce qu'ici, il n'y a qu'à prendre les feux rouges de circulation. T'es à l'arrêt pendant 5 minutes, tu vois, donc t'es obligé de relativiser. Là où en France, dès que t'es un peu dans les bouchons ou t'es arrêté un peu trop longtemps, tu pèterais un câble, tu vois. Après, ouais, j'ai toujours été quand même plus ou moins positif. Après, ouais, j'ai quand même des moments de down où il y a des moments, notamment quand je joue aux jeux vidéo, j'étais un gros rageux et ça m'est arrivé de péter des câbles. Et même après les jeux vidéo, quand j'étais déjà coach et tout, il y a eu des moments où j'étais vraiment sous pression, que je me mettais tout seul. Hein, et ça arrivait des fois que je pétais des câbles. Mais c'est vrai que c'est un truc que maintenant je me suis dit, faut relativiser un petit peu, faut prendre sur soi et puis faut juste relativiser. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus facile à faire ici en Thaïlande. Après, je pense qu'on en reparlera peut-être dans un autre podcast où tu feras peut-être le débrief sur Chiang Mai. Mais c'est vrai que j'essaie d'être quand même happy, tu vois. Même en fait, j'ai remarqué que ça avait déjà un impact sur toi. Quelqu'un qui est toujours négatif, qui va broyer du noir tout le temps, il va partir en dépression. Dépression, pas le terme médical, mais là, il va partir dans un bad mood et il va rester comme ça et ça va le tirer vers le bas, cercle vicieux. Ouais. Alors que quelqu'un qui est positif, qui s'affirme des trucs bien et tout, déjà de une, ça va le mettre dans un bon mood, mais surtout même l'entourage. Moi, je sais que les gens, souvent, c'est le retour que j'ai des gens, c'est que c'est ce que tu viens de me faire, tu vois, que je suis assez positif et tout. Et je sais que ça va aider les gens à voir les choses de la meilleure façon, en fait, et d'être un peu plus happy, tu vois. Donc, tu t'entoures aussi potentiellement de gens ouais, oui, complètement positifs. Ouais. Sauf toi, mais du coup, non, si. Non, mais oui, évidemment. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de faire le tri déjà depuis longtemps dans mon entourage. Après, j'ai toujours eu de la chance parce qu'en fait, c'est pareil, c'est automatique. C'est comme l'alimentation 80-20 où tout s'ajuste automatiquement. Si tu as une attitude positive, tu vas attirer que des gens positifs globalement. J'ai jamais eu ce malheur d'avoir un entourage trop toxique
et de me retrouver dans des sales situations. Ou alors si ça arrivait, c'est des gens que j'ai jamais vraiment trop fréquenté, que j'ai senti direct, non bah lui ça vaut pas le coup de trop le fréquenter, ou pareil pour les meufs ou peu importe. Mais les femmes, ouais, c'est l'entourage joue vraiment un gros rôle là-dessus, et tu attires, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, tu sais, c'est la vérité. Ouais. Confère épisode précédent. Pour ceux qui veulent revenir sur l'environnement social, effectivement, c'est ultra important. Donc si vous avez écouté l'épisode précédent, c'est primordial. Franchement, c'est vraiment. Je le vois. J'ai des clientes qui sont aides-soignantes. Oui. Et malheureusement, souvent, le constat est qu'elles sont rarement heureuses. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les aides-soignantes, et j'en connais, même ma maman travaille dans ce milieu-là, elle aide des gens, etc. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui sont dans le milieu médical, ils ont beaucoup de difficultés à être heureux. Pourquoi ? Parce que tu es entouré de personnes qui ont toujours des soucis de santé, qui sont tout le temps malheureux, des fois qui sont en fin de vie. C'est pas évident. Et alors tu peux faire abstraction et tout, tu peux très bien t'en sortir et tout. Mais c'est une moyenne, c'est une moyenne que je fais. La plupart des gens qui travaillent dans ce milieu sont pas heureux. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, parce que ceux qui sont bien entourés, ils sont heureux. Et ceux qui sont avec des personnes qui sont tout le temps malades, Bon, vas-y, je sais pas. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Je pars peut-être un peu trop dans le t'inquiète. spécifique, et je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est le constat que je fais en général, en tout cas. En vrai. Ouais, de ouf. Mais peu importe le milieu d'ailleurs, si vous êtes effectivement dans un milieu professionnel avec des gens à l'esprit positif, ça va tout changer, ça c'est sûr. Mais bon, après on choisit pas toujours, hein, évidemment. Non, c'est sûr. On choisit pas toujours, et voilà, on vous dit pas oui, il faut être entrepreneur, ou faut faire ci, faut faire ça. Chacun vit la vie dont il a envie de mener. Puis c'est pas pour tout le monde. C'est important. Comment tu t'y prends quand tu as des clients, parce qu'on a tous des clients ou des élèves, dépend comment on appelle ça, qui ont des moments un peu plus difficiles. Moi je sais j'en ai déjà parlé, mais au mois de décembre il y a eu beaucoup de gens pour qui c'était difficile de gérer la diète et tout ça, ou le stress, et qui ont envie de tout abandonner. Donc déjà sachez que c'est normal, je pense. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Mais comment toi tu aiderais, ou comment tu réagirais, ou tu aiderais un client qui aujourd'hui vient te voir, tu l'as en coaching depuis quelques temps, et qui te dit j'ai envie de tout abandonner, j'en ai un peu marre. Est-ce que toi tu as des conseils à donner à ces gens-là ? Bah déjà, je pense que justement, il y a 2 aspects en fait. Il y a le premier, c'est l'aspect un petit peu mental, où c'est important de le faire relativiser. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience à faire à ce niveau-là, et c'est d'où l'importance d'un coach. Nous, on n'est pas là que pour donner un programme, on n'est pas là que pour surveiller votre nutrition. On est aussi là en soutien psychologique. Honnêtement, on est un gros. Je pense sincèrement que c'est même plus pour ça qu'au final les gens restent avec nous, que c'est plus pour un programme. Au bout de 3 mois, concrètement, tu as compris comment le programme fonctionne. Mais la première des choses, c'est de leur faire comprendre que c'est ok d'avoir des phases de down, que regarde, tout va bien, tu as quand même un toit, tu manges, c'est ok, tu vois. Et que tranquille, t'inquiète, on a tous des phases. Même moi, j'ai des phases où je suis moins bien et que ça va revenir. Le seul truc, c'est que ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que maintenant, voilà, il va falloir juste rebondir. Il faut se relever, tu vois. Quand tu tombes, tu te relèves. Et ça, c'est un petit peu le rôle, c'est de discuter, de prendre le temps de discuter avec eux, de les appeler. C'est là où c'est aussi très important l'accompagnement, de choisir un bon accompagnement, de ne pas prendre un coach qui vous donne jamais de réponse, qui vous répond qu'une seule fois, ou que vous n'avez jamais en contact. C'est que nous, on prend vraiment le temps de vous appeler et de prendre le temps de discuter. On ne parle pas que sport, on ne parle pas que nutrition, on parle aussi un petit peu de votre vie perso, parce que la vie perso a un énorme impact. Donc moi, c'est comme ça que je m'y prends. Ça passe par une phase d'appel, par une phase d'adaptation s'il y a besoin de s'adapter. Donc par exemple, j'ai beaucoup moins la motive. En ce moment, je suis pas dans une bonne période et tout. Ok, pas de souci, tu as moins envie de t'entraîner, c'est pas une bonne période. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter le rythme, on va réduire un petit peu les séances s'il y a besoin pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. On va adapter ci, on va adapter ça, et on continue. Et après, surtout, ce qui est important, c'est d'accompagner la personne, de prendre des nouvelles, d'être là en fait, tout simplement. C'est à partir du moment où tu sens que tu as un soutien solide, un pilier, en fait, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Et tu sais que, ok, c'est bon, j'ai mon backup, j'ai lui qui est derrière, donc c'est ok. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent. Restez pas tout seul à vous enfermer quand ça va pas. La meilleure chose à faire, et ça c'est un truc, par exemple, truc typique
Quand tu viens de, par exemple, rompre avec une personne, attention là je m'aventure dans un sentier. Vas-y. Quand tu te fais larguer par ta meuf ou ta meuf t'a trompé ou ton mec, hein, peu importe, tu vas vouloir broyer du noir, tu vas vouloir être seul tout le temps, tu vas vouloir être... c'est ok, c'est normal, tu peux être seul un jour, 2 jours, 3 jours, ce qui est normal, tu as besoin de prendre du recul. Mais après, la meilleure chose à faire, c'est de s'entourer, c'est de sortir, c'est de voir des gens. Et je te garantis que ça va aller beaucoup, beaucoup mieux à partir du moment où tu peux parler à des gens, où tu sais qu'il y a des gens qui peuvent t'écouter, qui peuvent t'épauler. Donc c'est la même chose. Dans la perte de poids, la prise de masse, tout ce que tu veux, c'est à partir du moment où tu sais que tu as quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te guider, pour t'épauler, bah en fait ça va beaucoup mieux. Ouais, faut pas hésiter. Souvent, on se dit on va y arriver tout seul. De toute façon, on le voit bien. On le voit bien. Je sais pas quelles sont les stats du nombre de personnes qui se sont déjà fait accompagner en France sur une transformation. Ça doit être, je sais pas, 1% des gens. Mais c'est assez fou d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que 60% des gens sont encore en surpoids en France. C'est que globalement, les gens ne se font pas assez accompagner. Pour plein de raisons, des croyances, comme quoi les coachs ne sont pas des bonnes personnes pour les accompagner, ou X raisons, ils ont testé une fois. Pareil, tu testes une fois un accompagnement, ça se passe mal. C'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Bon bref, on en a déjà parlé plein de fois, mais ça peut jouer. On va parler, juste pour finir sur ça. Évidemment, nous ce qu'on veut, c'est que les gens aient des résultats sur le long terme. C'est ce que vous voulez aussi en écoutant le podcast. Quel est le conseil numéro 1, attention à cette question, que tu donneras à quelqu'un qui veut maintenir des résultats sur le long terme? Est-ce que tu as un conseil à donner, genre un truc? Qu'est-ce que ça pourrait être? Conseil pour maintenir des résultats sur le long terme? Ouais. Pourquoi toi, tu arrives à tenir justement, par exemple, une forme physique à l'année? Quel est le truc, selon toi, que la personne faudrait qu'elle mette en place, qu'elle comprenne peut-être psychologiquement? Après, j'ai envie de dire un truc un peu bateau, mais c'est trouver ton pourquoi. Pourquoi tu le fais. Ouais. Mais bon, c'est trop facile à. C'est évident comme réponse, je pense. Ouais, mais c'est évident, mais est-ce que tous les matins, on se rappelle de pourquoi on fait les choses? Des fois, non, en fait. Souvent, peut-être pas tous les matins, mais je pense que c'est là que c'est important des fois de prendre du recul, oui. De faire le point sur soi, potentiellement d'aller faire sa petite douche matinale ou d'aller dans la piscine comme ça tu fais, pour prendre 5-10 minutes, te poser et te dire aujourd'hui voilà, c'est une belle journée, pourquoi je le fais, pourquoi je vais faire ça aujourd'hui, pourquoi je vais taffer. Au moment où je dis ça, il y a un mec qui rentre dans la piscine. Ouais, ça me fait rire. C'est énorme. Ouais, je pense que c'est... Est-ce que selon toi, moi je me suis posé la question, mais moi je me souviens quand j'étais quand j'ai quitté mon emploi, quand j'étais en France et que j'ai décidé de partir vivre en Australie, j'ai eu à peu près un délai de 8 mois, je crois. Parce que j'ai décidé de démissionner, mais en même temps, les gars dans mon équipe avaient besoin de moi. Et du coup, j'avais gentiment, entre guillemets, décidé de partir qu'à la fin de l'année. J'avais retardé mon départ, etc. Mais tous les matins, pour me faire tenir entre guillemets, parce que c'est vrai que quand tu sais que tu vas partir et que tu dois continuer à te lever tous les matins, traiter avec des trucs, c'était un peu relou. J'avais mis dans mon réveil, je l'ai déjà dit une fois je crois, mais j'avais mis dans mon réveil, et je crois que je le mets encore d'ailleurs, j'avais mis des phrases, genre quand tout mon réveil, le matin, quand mon réveil il sonne, je me rappelle pourquoi je fais ça. C'était marqué Australie, soleil, je sais plus quoi, liberté. C'est puissant ça. Un truc de merde comme ça. Mais ça c'est puissant de fou. Mais au final, tous les matins je me réveillais et ça me faisait un petit rappel de pourquoi pendant les 8 prochains mois je vais me lever. Et du coup j'économisais de l'argent, ça me préparait aussi pour le truc et pourquoi je le faisais en fait, tu vois. Et là je sais qu'aujourd'hui dans mon réveil, alors je le regarde un peu moins, mais c'est marqué freedom. Mais en gros ça veut dire pour moi c'est hyper important d'être libre et c'est pour ça que je fais ce travail là, c'est aujourd'hui d'être libre, voilà, d'être là à Chiang Mai, de travailler quand on veut, etc. Est-ce que tu penses que selon toi se mettre des petits rappels, peu importe le moyen mémotechnique, mais de se rappeler pourquoi on le fait, ça peut être aussi utile pour certaines personnes. C'est pas utile, c'est primordial, c'est important. C'est comme le fait de t'en parler là, les habitudes, tu les lis. Tu sais, donc le fait de faire les gratifications là, instantanées, toi tu le lis à l'habitude, en ce moment tu es en train de le faire, le lier à l'habitude d'aller dans la piscine le matin. C'est un petit peu la même chose. Je sais plus c'est quel bouquin qui parlait de ça, c'est de rendre les habitudes évidentes. Oui, c'est Atomic Habits, ils le disent comme ça aussi. Ouais. T'avais pas fait un podcast dessus toi d'ailleurs? Si, j'en ai fait plusieurs. Ouais, oh. Ce mec il est sur tous les fronts. Rendre évident. Par exemple, tu sais que tu vas devoir, je sais pas moi, par exemple tu dois boire plus d'eau, tu dois boire un verre d'eau le matin, ce qui n'est pas forcément la vérité absolue, mais tu dois boire plus de verre d'eau. Oh mais quelle coïncidence incroyable, il boit en même temps.
tu dois boire le matin, ce que tu fais, c'est que tu poses un verre d'eau sur ta table de chevet, tu sais que tu vas boire le matin parce que ça va être évident. Et bah là, c'est la même chose. À force de te rappeler tes objectifs, à force de voir, à force d'avoir des inspirations aussi. C'est encore là important l'entourage numérique, et l'entourage pas numérique, mais l'entourage global. Même si tu suis des personnes sur YouTube, sur tout ce que tu veux, sur les réseaux, des personnes qui sont en inspiration, qui aspirent à ton objectif final, le fait de les voir au quotidien, ça va te faire un rappel au quotidien. Et c'est la même chose, c'est tout con, mais effectivement, tu peux te mettre un petit post-it sur ton bureau, tu peux changer ton fond d'écran et te mettre ton objectif. Ouais. Et ça te fait un rappel constamment. C'est vrai. Les fonds d'écran de téléphone, ça peut jouer. On parlait de ça l'autre fois, mais c'est vrai qu'il y a des gens. Alors, c'est un peu bizarre, mais il y a des gens qui se mettent en fond d'écran. Learn more, dream more, be more. Apprends plus, rêve plus, sois plus. Moi, c'est mon fond d'écran. Voilà. En fait, je suis. Ben voilà pourquoi je veux toujours faire plus. En fait, même sur ton t-shirt, c'est marqué Learn, Dream, Be, More. Mais en fait, ouais, t'as des phrases d'inspi partout. Et c'était quoi ton tatouage? Non, c'est pas un truc d'inspi. Non. C'est autre chose là que t'avais. Si, c'est Grow Up. Grow up voilà. Et Get Alive. Bah, en gros, c'est ça. J'ai grandi, j'ai une. En fait, t'as des rappels partout sur toi. Ouais. Alors, c'est inconscient, certainement, tous les jours. Tu vas pas te dire, mais tu vois, t'es dans le mode de développement. Moi, j'ai un crocodile là. C'est parce que plus tard, je veux être dresseur de crocodile. Oui, c'était une nouvelle lubie que je me suis créée. Mais voilà, c'était en Australie. D'ailleurs, je vous en parlerai un jour. Mais j'étais dresseur de crocodile en Australie. Mais j'ai arrêté parce que j'ai perdu mon petit doigt. D'ailleurs, vous pouvez le voir à la caméra. Mais non, je rigole. Ta blague va très loin là. Ouais, mais bon, bref. Mais voilà, non, mais sans rire, se mettre des rappels. Moi, j'ai encore le même fond d'écran depuis des années, mais c'est la grande balade de corail. C'est pas un dream pour moi spécialement. Ta maman ? Mais non, parce que c'est pas un dream, ma maman. Ma maman, elle est dans ma tête, mais moi, j'ai pas de photos, de trucs comme ça. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est des petits trucs cons comme ça, mais pour beaucoup de personnes, c'est assez puissant en réalité. De se faire des rappels. Pour forcément des phrases de motivation comme je l'ai dit dans un épisode, mais peu importe en fait. Ouais, il faut avoir en visu en fait toujours quelque chose. Forcément, ouais, si tu as toujours des trucs rabaissants, des trucs pourris, si ton entourage il est merdique, tu vas avoir des rappels qui vont t'envoyer des mauvaises informations à longueur de temps, tu vas te dévaloriser, tu vas dire que t'es qu'une merde et tu vas pas avoir envie d'évoluer en fait. Ouais. Alors que si tu t'entoures bien, que tu mets des rappels, en fait c'est l'effet cumulé. Hein. Ouais. C'est l'effet cumulé, on pourra en parler des heures aussi, mais tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure de ce début de podcast là, c'est que des petits trucs à mettre en place qui fait que l'effet cumulé, il va être ultra puissant. Donc si tu manges bien, si tu mets des petites habitudes saines le matin, si tu t'entraînes, si tu as un bon entourage, si tu te fais des rappels, etc. Tout ça, l'effet cumulé de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, il est monstrueux. Égal résultat sur le long terme, égal changement de vie, etc. Mais ça prend du temps en fait, c'est ça. Ça prend du temps. Les gens pensent que voilà, il faut juste faire plus de sport, faire juste plus de... Non, c'est vraiment un mode de vie à appréhender, comme on dit souvent, mais moi je pense réellement c'est un changement d'identité, encore une fois. Je veux être la personne fit, je veux être la personne indépendante, je veux être la personne qui fait X ou Y. Il faut devenir cette personne-là. T'as pas le choix en fait que de switch ton identité pour te comporter comme la personne que tu veux devenir. Mais voilà, ça je dis plein de fois dans plein d'épisodes. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est cool, c'est de potentiellement l'écrire. Oui. Tu l'écris, donc c'est trouver son pourquoi en fait, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais prends le temps, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez, enfin oui, vous nous écoutez forcément si vous entendez ce que je dis, mais si vous êtes attentif. Prenez le temps, posez-vous, franchement, prenez-vous même limite une demi-journée, plusieurs heures, etc. Ouais. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous et juste prenez un carnet ou un ordinateur ou quelque chose pour écrire et prenez le temps d'écrire pourquoi, qu'est-ce que vous voulez être. Ouais. Et je vous jure que si vous écrivez, ok, moi je veux être libre, je veux devenir musclé, c'est con, hein, c'est des trucs de merde, je veux avoir des abdos, je veux ne plus avoir honte de moi quand je suis dans les vestiaires au lycée, je veux pouvoir m'assumer sur la plage cet été en maillot de bain, je veux être indépendant, je veux gagner ma vie financière, je veux être libre financièrement, je veux pouvoir profiter, ne pas être obligé de manger des trucs que j'ai pas envie, mais avoir des résultats, etc. Fais-le et relis ça tous les jours ou du moins régulièrement et je te garantis que tu vas finir par l'avoir. C'est aussi un petit peu la loi de l'attraction, mais le fait de verbaliser ça, de le poser noir sur blanc, je te garantis que ça va t'aider à te diriger vers ce que tu veux en fait. Ouais. Tu le poses noir sur blanc, tes objectifs généraux, la personne que tu veux être. Ensuite, tu le décomposes plus ou moins parce que c'est pas voilà, je veux perdre 10 kilos, ça va pas se passer comme ça. Il faut effectivement chaque jour se dire quelle est la chose que je dois mettre en place prioritaire pour atteindre cet objectif-là.
que je vais pouvoir tenir, que ce soit pas trop compliqué. Et au final, petit à petit, comme tu as dit très bien tout à l'heure, l'effet cumulé va faire que Ouais. tu vas atteindre ce résultat-là. Aujourd'hui, perdre 10 kilos, si tu fais un truc mathématique, c'est être en déficit calorique de tant de calories par jour pendant X jours. Et au bout de 6 mois, hop, tu atteins ton objectif. En fait, c'est quasiment automatique si tu es régulier, même si on n'est pas des robots, des machines, mais globalement, c'est comme ça. Tu veux être millionnaire, c'est un exemple, mais voilà, combien d'argent il faudrait que tu gagnes par semaine, par mois, quel plan d'action tu pourras mettre en place. Généralement, c'est comme ça qu'ils font les entrepreneurs à succès. Généralement, si tu décomposes ton objectif potentiellement et tu regardes combien il faut que tu fasses de ventes, de machins, de trucs, c'est tout. C'est pas je me réveille du jour au lendemain, je veux gagner 1 million d'euros. Non, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ok. Bon, bah, je crois qu'on a bien avancé, Clem. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre, je pense que ça fait 1h15, un truc comme ça. Là, on a quand même donné pas mal de conseils. Qu'est-ce que je veux dire ? Je pense qu'on est good. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent ? Bah non, je pense qu'on est pas mal, on a balancé pas mal d'infos. Juste la morale de cette histoire, c'est qu'il faut prendre son temps. Je sais pas pourquoi je fais l'accent asiatique. Non mais prenez votre temps, kiffez le process. Et faut qu'on aille manger, on est fatigué. ouais, on va aller manger. Non, juste kiffez ce que vous faites. Soyez pas trop exigeant, mais soyez-le un minimum parce que vous pouvez le faire. Ouais. Mettez-vous des objectifs et puis palier par palier, vous allez y arriver, effet cumulé, etc. quoi. Mais vraiment, je pense que toi comme moi, si nous on peut le faire, entre guillemets, moi c'est con, mais moi j'étais un ancien geek, je passais vraiment mes journées entières sur l'ordinateur. Moi tu m'aurais dit à l'époque, c'est con, hein, mais tu vas avoir des abdos, je t'aurais dit jamais de la vie, c'est impossible. Moi les abdos, pour moi c'est que dans les magazines, tu vois, ça arrive pas, tu vois. Ouais. Tu vas pouvoir potentiellement plaire aux femmes, pour moi c'est impossible, tu vois. Ouais. Bon, je plais peut-être toujours pas aux femmes, mais voilà, en tout cas, c'est un truc. Tu plais forcément au moins à une femme, si je peux me permettre. Peut-être pas, peut-être qu'elle est là pour mon argent. Peut-être que c'est la femme avec qui tu partages ta vie. Non, si. En tous les cas, même si elle est là pour l'argent, c'est que tu as augmenté ton statut social dans un truc. Donc, C'est vrai, physiquement, monétairement, j'en sais rien, mais au moins, voilà. Non, mais ouais, non, mais c'est clair. En fait, juste, tu te perçois, à force de se persuader qu'on est capable de le faire, on peut le faire. Vraiment, truc tout con. Vas-y, petite anecdote croustillante. Au lycée, il y avait une nana, je la trouvais trop belle et tout. Et on était posé avec un pote et tout, on était comme ça. Je sais, putain, elle quand même. Bon, on va pas parler cru, mais tu vois, je la mettrais bien dans mon lit, tu vois, en rigolant. Mais je savais qu'en le disant, c'était impossible que ça arrive, tu vois. C'était une des meufs les plus belles du lycée, tu vois. Objectivement, même mes collègues disaient la même chose et tout. Et à force d'y croire, je vais commencer à me dire, vas-y, ça se trouve, je vais pouvoir conquérir son cœur. Et Conquérir son cœur, ouais, vas-y. son cœur, Oui, pour son pas dire cœur. autre chose. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me mettre dans la tête que c'était potentiellement possible. Et c'était là où j'ai commencé à mettre derrière une routine. C'était le truc tout con, mais c'est potentiellement ce qui a fait que je me suis mis à faire des pompes et des tractions dans ma chambre. Et je suis sorti avec cette meuf. Incroyable. Bravo. Pendant plus d'1 an. Et genre, c'était inaccessible pour moi. C'était un truc de fou. Et j'avais vraiment une tête de geek, les bourrelets, etc. Enfin, c'était... Jamais t'aurais cru, t'aurais pas misé une bille sur moi. Ouais. Je te jure. Bah, la confiance en soi, ça change tout. Et je pense que réussir une transformation physique, tu seras d'accord avec moi, j'imagine, c'est un des plus bels accomplissements qu'on puisse réaliser. Je pense que, selon moi, voir son corps changer, ça peut changer ta vie, on l'a déjà dit, mais vraiment, hein. Souvent les gens sous-estiment une transformation physique quand on les a au téléphone. Ouais, je vais perdre un peu de gras, mais je me sens bien dans mon corps. Ok. Mais imagine ton corps de façon encore plus optimale, qui te plaise à toi et qui plaise aux autres, dans un sens, même si c'est toujours objectif, on dirait je veux pas être trop musclé, non, ok. Mais imagine la puissance que ça peut avoir quand tu as confiance en ton corps, confiance en toi. Alors après, évidemment, il y a la confiance aussi dans nos actions, parce que le corps, ce n'est que notre carapace, mais on n'a qu'une carapace, on n'a qu'un corps. Et on n'a aussi potentiellement qu'une vie, sauf si vous êtes bouddhiste et tout ça, mais on n'a potentiellement qu'une vie. Donc je me dis, pourquoi ne pas optimiser sa carapace ? Parce que souvent on veut optimiser des trucs psychologiques ou quoi, mais notre carapace, notre corps, c'est quand même le truc que les gens vont voir en premier. On est dans une société où l'apparence, ça joue quand même un certain point. Et avec du recul, je me dis, t'imagines, t'as qu'une vie, et ta carapace, tu vas pas en prendre soin. Tu vois, c'est assez ouf en fait quand tu réfléchis à quel point ça doit être pour moi un objectif prioritaire en fait. Et les gens des fois relaient ça
Tu vois. Même En si fait, on sait, mais. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est évident, Oui. entre guillemets, de devoir faire des choses pour être en bonne santé. Et j'arrive pas à me dire comment c'est possible. Alors, c'est nous, parce que nous, ça fait partie de nous, c'est ancré en nous, et pour nous, c'est devenu normal. Mais j'arrive pas à me dire comment c'est possible de. Tu vois, quand je vois quelqu'un qui galère à monter un étage, comment c'est possible de se laisser aller à ce point de pas pouvoir monter un étage, tu vois, c'est grave, je trouve. Oui. Mais je sais que pas tout le monde pense comme ça parce que forcément quand on est de l'autre côté c'est pas évident. Pour nous, Ça pour paraît nous plus c'est devenu facile. tellement évident que pour nous c'est impossible d'être en mauvaise santé au point de pas pouvoir courir ou de marcher aussi vite que toi ou ouais je sais pas c'est devenu je sais pas c'est devenu normal et en fait c'est même pas ta carapace bah, c'est ton enveloppe corporelle en fait. Hmm. C'est le cadre. En fait, ça change toute ta vie en fait. Ça change toute ta vie. Ouais, complètement. Voilà. Complètement. Bah écoute, ça sera le. Je pense que je vais me faire un peu des ennemis. Hein, Non, non, mais nous, on est le body positif. Mais non, mais on est coach en transformation physique. Donc c'est normal qu'on ait ce discours-là aussi. Ouais. Après, évidemment, c'est à tempérer, modérer selon les profils. Et nous, on aide tout type de profil. On sait très bien les difficultés que ça peut être. Nous, on prend des gens qui, généralement, justement, sont au début de leur transformation. Et on essaie de les amener au point où eux veulent aller. Hein. On n'impose pas des standards de physique. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont très bien avec un peu de gras et tout ça. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis pas sec à l'année et ça me va très Non, bien. mais quel kiff Mais, de les voir évoluer par contre. En fait, c'est ça. C'est le fait de juste les voir évoluer et de les voir être capable d'accomplir de plus en plus de choses. Que ce soit sur le plan physique et le plan mental. Ouais. Parce qu'il y a toujours une évolution de fou mentalement. Moi, Ouais. c'est arrivé plein de fois que j'ai des clients qui changent de boulot et tout. Vraiment. Ouais, comme quoi. Parce que potentiellement tu fais un truc de merde qui te saoule toute la journée, enfin tous les jours tu te lèves, t'as pas envie de le faire, oh fais chier, faut que j'aille au boulot et tout, j'ai pas envie. Et en te transformant physiquement, en changeant ton mental, bah tu changes toutes tes habitudes, tu changes ton mode de vie et potentiellement tu changes de taf. Tu te dis vas-y je mérite mieux, je mérite de faire un truc qui me rend heureux, qui correspond plus quoi. Yes, Tu comprends que c'est possible surtout. carrément. Voilà. Donc voilà, on espère que ça vous aura remotivé par rapport à tout ça. On va se laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup Clem d'être passé. Quand je vois casser le gourou du fitness, D'être passé dans. grossophobe Non. et D'être passé dans. anti-aide-soignante. Non. Non, je plaisantais. Non, je suis malheureux. Non, mais en tout cas, ouais, c'était cool. Merci d'être passé. Il vous a donné beaucoup de valeur. N'hésitez pas à aller checker tout son travail, évidemment, comme d'habitude. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, on vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée, comme d'hab. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye. Bye.